Lorsque le moniteur émit ce son plat et prolongé, je sus que dans 60 minutes, ce bébé serait mort, mais je ne pouvais pas le permettre. L'aube du 15 mars arriva au manoir Mendoza comme un sombre présage. Sofia Ramirez nettoyait le sol en marbre italien du hall principal lorsqu'elle entendit des cris déchirants provenant du deuxième étage. Il était 4 heures du matin et quelque chose de terrible se produisait. Valentina Mendoza, l'épouse du millionnaire Ricardo Mendoza, était entrée en travail prématuré. 3 semaines plus tôt que prévu, la douleur l'avait réveillée avec une intensité qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Ricardo courait d'un bout à l'autre de la chambre principale, le téléphone collé à l'oreille, criant des ordres à son chauffeur personnel. « Manuel, apporte la voiture maintenant. »« Maintenant !» La voix de Ricardo tremblait. Quelque chose que Sofia n'avait jamais entendu en 2 ans de travail dans cette maison de Bosque de Las Lomas, l'une des zones les plus exclusives de Mexico. Sofia laissa tomber la serpillière et monta les escaliers en courant. Peu lui importait de rompre le protocole. Peu lui importait que les employés aient interdiction de monter au 2e étage sans autorisation. Valentina avait besoin d'elle. Quand elle entra dans la pièce, la scène la laissa paralysée. Valentina était au sol, s'accrochant au bord du lit, le visage pâle et trempé de sueur. Ses mains tremblaient violemment et une mare de sang s'étendait sous elle. « Madame Valentina !» Sofia courut vers elle, s'agenouillant à ses côtés, sans se soucier de tacher son uniforme blanc. « Sofia, mon bébé, sauve mon bébé !» Les mots sortirent entrecoupés des lèvres de Valentina, ses yeux verts suppliant quelque chose que Sofia ne comprenait pas entièrement à ce moment-là. Ricardo souleva son épouse dans ses bras avec une force désespérée. « Tiens bon, mon amour, tiens bon. La voiture arrive. » Les 30 minutes suivantes furent un chaos flou. Le SUV blindé Mercedes-Benz traversa les rues vides de la ville à plus de 120 km/h. Sofia était sur le siège arrière, tenant la main de Valentina, tandis que Ricardo conduisait comme un homme possédé, ignorant tous les feux rouges. L'hôpital Ángeles Pedregal les reçut avec une équipe d'urgence complète. Valentina fut emmenée directement en salle d'accouchement d'urgence. Ricardo tenta de la suivre, mais une infirmière l'arrêta. « Monsieur Mendoza, vous devez attendre ici. Nous ferons tout notre possible. » Tout notre possible ne suffit pas. Faites l'impossible, cria Ricardo, frappant le mur du poing. Sofia n'avait jamais vu son patron ainsi. Ricardo Mendoza était connu dans tout le Mexique comme l'homme d'affaires froid et calculateur qui avait bâti un empire textile évalué à plus de 2 milliards de pesos. L'homme qui licenciait des employés sans ciller, l'homme qui concluait des affaires avec la même froideur qu'il prenait un café, mais là, il s'effondrait comme un château de cartes. Les heures passèrent avec une lenteur agonisante. Sofia resta dans la salle d'attente, bien que Ricardo lui ait dit de retourner au manoir, elle ne pouvait pas partir. Quelque chose en elle lui disait qu'elle devait rester. À 7h30 du matin, le docteur Javier Torres sortit de la salle d'accouchement. Son visage disait tout avant qu'il n'ouvre la bouche. Il retira lentement sa charlotte chirurgicale et s'approcha de Ricardo à pas lourd. « Monsieur Mendoza, nous avons réussi à sauver le bébé. »« Mais quoi ? Mais quoi ?» Ricardo le prit par les épaules. « Votre épouse a subi une hémorragie massive. Nous avons fait tout ce qui était humainement possible. Je suis profondément désolé. Valentina est décédée il y a 10 minutes. » Le cri de Ricardo résonna dans tout l'hôpital. Ce fut un son guttural, primitif. Le son d'une âme qui se brise en deux. Il s'effondra à genoux au milieu du couloir, les mains couvrant son visage. Sofia sentit le monde s'arrêter. Valentina avait été plus qu'une patronne pour elle. C'était la seule personne dans cette maison qui la traitait comme un être humain, qui s'intéressait à sa journée, qui lui souriait le matin. Le bébé est en soins intensifs néonatales, continua le docteur Torres d'une voix grave. C'est un garçon. 3,2 kg. Mais, monsieur Mendoza, je dois être honnête avec vous. Le bébé a de graves complications respiratoires. Ses poumons ne sont pas complètement développés. Nous lui donnons peut-être 1 heure de vie, peut-être moins. Ricardo leva lentement la tête. Ses yeux, normalement durs comme l'acier, étaient maintenant injectés de sang et vides. 1 heure. Nous sommes désolés. Nous pouvons le rendre confortable, mais les chances de survie sont de 2%, même avec toute la technologie dont nous disposons ici.
Ce bébé a tué mon épouse. Les mots sortirent de la bouche de Ricardo comme du poison. Je ne veux pas le voir. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Sofia ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle se leva d'un bond. Monsieur Mendoza, c'est votre fils. Votre fils. Ricardo la regarda avec une froideur qui la fit reculer d'un pas. Cet enfant a ôté la vie à la seule femme que j'ai aimée. Pour moi, il est mort. S'il veut survivre, qu'il survive. S'il veut mourir, qu'il meure. Je m'en fiche. Il se retourna et marcha vers la sortie de l'hôpital, laissant derrière lui son fils nouveau-né qui luttait pour chaque respiration dans une couveuse. Le docteur Torres secoua la tête, clairement consterné. « Mademoiselle, vous êtes de la famille ? » Je suis une employée de la maison, mais s'il vous plaît, laissez-moi voir le bébé. Le docteur hésita un instant, mais quelque chose dans les yeux de Sofia le convainquit. « Venez avec moi. » L'unité de soins intensifs néonatales était un endroit froid et impersonnel, rempli de machines qui bipaient et de moniteurs affichant des lignes vertes clignotantes. Dans la couveuse numéro 5, le plus petit bébé que Sofia ait jamais vu lutter pour sa vie. Sa peau était rougeâtre, presque translucide. Un tube fin entrait par son nez. Des câbles connectaient sa petite poitrine à des moniteurs cardiaques. Ses petites mains étaient fermées en poings minuscules, comme s'il se battait contre la mort elle-même. « Vous pouvez le toucher à travers les ouvertures », lui indiqua l'infirmière en chef. Sofia glissa sa main tremblante par l'ouverture de la couveuse et toucha doucement la main du bébé avec son index. À sa surprise, les petits doigts se refermèrent autour du sien avec une force inattendue. À ce moment-là, quelque chose changea en Sofia. Ce n'était pas son fils, ce n'était pas sa responsabilité, mais dans les yeux de ce bébé qui luttait pour respirer, elle vit quelque chose qui la connecta à lui d'une manière inexplicable. « Combien de temps lui reste-t-il » demanda-t-elle d'une voix brisée. L'infirmière consulta l'horloge murale. « Il est né il y a 45 minutes. Selon le docteur Torres, il lui reste 15 minutes, peut-être 20 au maximum. Ses niveaux d'oxygène chutent. L'équipe est en train de décider si elle débranche le support vital. Il n'y a plus rien à faire. » Non. Sofia cria presque. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un traitement, un docteur, quelque chose. Mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, cet hôpital est le meilleur du Mexique. Si nos spécialistes disent qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Sofia regarda le bébé à nouveau. Contre toute attente, le petit ouvrit les yeux pour la première fois. Ils étaient de la même couleur verte que ceux de Valentina. Et à ce moment-là, Sofia prit la décision la plus folle de sa vie. Je m'en occupe. Je le sauverai. L'infirmière la regarda comme si elle avait perdu la raison. Excusez-moi, mademoiselle. Vous ne pouvez pas simplement prendre en charge un bébé dans un état critique. Nous avons besoin du consentement du père. Nous avons besoin d'une autorisation légale. Nous avons besoin, le père vient de l'abandonner. J'étais là quand il l'a fait. Je l'ai entendu dire qu'il ne se souciait pas de savoir si le bébé vivait ou mourait. Sofia sentit la rage monter dans sa poitrine. Si personne ne va se battre pour cet enfant, je le ferai. L'infirmière soupira profondément et regarda des deux côtés du couloir avant de parler à voix basse. Écoutez, je comprends vos intentions, mais c'est un hôpital privé. Savez-vous combien coûte une journée dans cette unité de soins intensifs ? 50 000 pesos. 50 000 pesos par jour. Et cela sans compter les médicaments spécialisés, les procédures, les consultations avec des spécialistes. Sofia sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds, 50 000 pesos. Elle gagnait 6 500 pesos par mois comme employée de maison. Elle avait réussi à économiser 10 000 pesos en 2 ans, gardant chaque peso qu'elle pouvait dans une boîte à biscuits cachée sous son lit dans la chambre de service. Il doit y avoir un autre moyen, murmura Sofia, les larmes commençant à couler sur ses joues. S'il vous plaît, ce bébé n'a personne. Sa mère est morte et son père l'a abandonné. Je suis tout ce qu'il a. L'infirmière, dont la plaque l'identifiait comme Laura Jiménez, regarda le bébé dans la couveuse puis de nouveau Sofia. Elle avait travaillé 15 ans dans cette unité. Elle avait tout vu, mais elle n'avait jamais vu quelqu'un prêt à tout sacrifier pour un bébé qui n'était même pas le sien. Il y a une personne, dit Laura finalement,
baissant encore plus la voix. Elle s'appelle Mercedes Castillo. Elle était infirmière spécialisée en néonatologie ici même dans cet hôpital jusqu'à il y a 3 ans. Elle a pris sa retraite, mais elle connaît des traitements qui ne sont pas exactement orthodoxes. Que voulez-vous dire par non orthodoxe? Des traitements qui ne sont pas officiellement approuvés au Mexique, mais qu'elle a vu fonctionner dans d'autres pays. Elle a beaucoup voyagé, travaillé avec Médecins sans frontières en Afrique, en Asie. Elle a vu des cas où des bébés avec moins de chances que celui-ci ont survécu avec des traitements alternatifs. Où puis-je la trouver? Laura sortit son téléphone portable et tapa rapidement. Je vais vous donner son numéro et son adresse. Elle vit à Iztapalapa, dans un quartier modeste, mais je vous préviens, si le docteur Torres apprend que vous l'avez contacté, je serai licencié. Et autre chose, Laura fit une pause significative. Mercedes ne travaille pas gratuitement et n'accepte pas l'assurance maladie traditionnelle parce que ses méthodes ne sont pas officiellement reconnues. Combien coûte-t-elle? Je ne le sais pas avec certitude, mais il vous faudra au moins 100 000 pesos pour commencer, peut-être plus. 100 000 pesos était une somme impossible. Mais Sofia hocha la tête de toute façon. Merci. Merci beaucoup. À ce moment-là, le moniteur connecté au bébé commença à biper de manière erratique. Les chiffres sur l'écran commencèrent à chuter dramatiquement. Oxygène sanguin, 85%, 80%, 75%. 2 docteurs et 3 infirmières coururent vers la couveuse. L'un d'eux était le docteur Torres. Il entre en insuffisance respiratoire, cria l'une des infirmières. Le docteur Torres commença à donner des ordres rapides pendant qu'il préparait un équipement de réanimation. Sofia fut repoussée, hors de portée visuelle de la couveuse. Épinéphrine, maintenant. Préparez l'intubation d'urgence. Les 5 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Sofia. Elle observait depuis la porte de la salle tandis que l'équipe médicale luttait pour maintenir le bébé en vie. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Elle priait en silence, promettant à Dieu, à la Vierge de Guadalupe, à quiconque écoutait, qu'elle ferait tout ce qui serait nécessaire si ce bébé survivait. Finalement, le bip erratique du moniteur se stabilisa. Le docteur Torres se redressa en s'essuyant la sueur du front. Il est stable pour l'instant, mais ce n'était qu'un avertissement. La prochaine crise pourrait être fatale. Il a besoin d'un ventilateur mécanique plus avancé et de médicaments que nous n'avons pas ici. Nous devons le transférer à l'hôpital pour enfants de Mexico, Federico Gomez. Mais quoi? Demanda Sofia en s'approchant à nouveau. Le docteur Torres la regarda avec tristesse, mais sans l'autorisation du père et sans un dépôt d'au moins 500 000 pesos, nous ne pouvons pas effectuer le transfert. Et franchement, mademoiselle, même si nous pouvions le transférer, les chances sont minimes. Peut-être devrions-nous le laisser partir en paix, non? Sofia cria si fort que tout le monde dans la salle se retourna pour la regarder. Ce bébé veut vivre, il se bat. Ne le voyez-vous pas? Chaque fois que vous abandonnez, il continue de se battre. Le docteur Torres retira ses gants chirurgicaux d'un geste fatigué. Mademoiselle, je comprends votre empathie, mais la médecine a des limites. Nous ne pouvons pas faire de miracle. Alors je trouverai quelqu'un qui le peut. Sofia sortit en courant de la salle de soins intensifs, descendit les escaliers, traversa le hall de l'hôpital et sortit dans la rue. Le soleil du matin la frappa de plein fouet. Il était 8h30. Le bébé avait maintenant un peu plus d'1 heure de vie. Elle sortit son vieux téléphone portable à l'écran fissuré qu'elle n'avait jamais pu réparer et composa le numéro que Laura lui avait donné. Le téléphone sonna 5 fois avant que quelqu'un ne réponde. Allô? C'était la voix d'une femme âgée, rauque mais ferme. Madame Mercedes Castillo, qui demande? Mon nom est Sofia Ramirez. Une infirmière de l'hôpital Ángeles Pedregal m'a donné votre numéro. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence. Un bébé d'1 heure est en train de mourir et les docteurs ont abandonné. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Sofia pouvait entendre le son d'une télévision en arrière-plan. Pourquoi m'appelez-vous? Cet hôpital a les meilleurs néonatologues du pays. Parce que ce bébé n'a pas d'argent, pas de famille, personne sauf moi. Et on m'a dit que vous avez sauvé des cas impossibles. Un autre silence, plus long cette fois. Où êtes-vous? À l'hôpital Ángeles Pedregal, sur le parking.
donnez-moi l'adresse exacte. J'arriverai dans 1 heure. Et mademoiselle, j'espère que vous comprenez que ce que je vais faire n'est pas gratuit et n'est pas légal aux yeux de la médecine traditionnelle mexicaine. Si vous décidez de continuer, vous risquez beaucoup. Peut-être tout. Je comprends. Avez-vous de l'argent? Sofia déglutit. J'ai 10 000 pesos. Mercedes rit sans humour. Ma petite, avec 10 000 pesos, je peux à peine acheter les fournitures de base. J'aurai besoin d'au moins 100 000 pour commencer le traitement et c'est en étant généreuse avec vous. J'aurai l'argent. Je le promets. Vous avez intérêt, car si je commence à traiter ce bébé et que vous ne pouvez pas payer les médicaments, il mourra de toute façon. Compris? Compris. Mercedes raccrocha sans dire au revoir. Sofia resta debout sur le parking sous le soleil de mars de plus en plus chaud. Elle avait 1 heure pour trouver 90 000 pesos. 90 000 pesos qu'elle n'avait pas. 90 000 pesos qu'elle ne savait pas comment obtenir. Elle pensa à sa famille. Sa mère vendait des tamales au marché de la Merced et gagnait à peine de quoi payer le loyer de sa petite maison à Nezahualcóyotl. Ses 2 frères travaillaient dans la construction, gagnant le salaire minimum. Elle n'avait personne qui pouvait lui prêter une telle somme d'argent. Elle pensa à Ricardo Mendoza. Il avait l'argent. Il avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies, mais il venait d'abandonner son propre fils. Pourquoi lui donnerait-il de l'argent pour le sauver? Mais elle devait essayer. Sofia retourna en courant à l'hôpital. Elle monta au 2e étage où se trouvait la salle d'attente privée de la famille Mendoza. Ricardo était assis sur un canapé en cuir, la tête entre les mains. À ses côtés se trouvait sa sœur Carmen Mendoza, une femme de 40 ans aux cheveux parfaitement coiffés et vêtue d'un tailleur Chanel qui coûtait plus que le salaire annuel de Sofia. Monsieur Mendoza. Sofia s'approcha avec prudence. J'ai besoin de vous parler. C'est à propos de votre fils. Ricardo leva lentement la tête. Ses yeux étaient gonflés et rouges. Je t'ai déjà dit que je ne voulais rien savoir de cet enfant. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai juste besoin d'argent pour... De l'argent? Carmen se leva d'un bond, regardant Sofia avec un mépris absolu. Vous avez l'audace de venir demander de l'argent à un moment pareil? Quel genre d'employé sans vergogne êtes-vous? Ce n'est pas pour moi, c'est pour le bébé. Il y a une infirmière qui peut le sauver, mais elle a besoin de 100 000 pesos pour commencer le traitement. Ricardo laissa échapper un rire amer, vide d'humour. Ce bébé a tué mon épouse. Et vous voulez que je paie pour le maintenir en vie? Votre épouse vous a demandé de sauver le bébé. Ce furent ses dernières paroles. Sauve mon bébé. Je l'ai entendu. Carmen s'interposa entre Sofia et Ricardo. Ça suffit, Ricardo. Cette femme profite de votre douleur pour extorquer de l'argent. C'est évident. Cette prétendue infirmière miracle n'existe probablement même pas. Sofia sentit le sang bouillir dans ses veines. Je ne mens pas. Votre neveu est en train de mourir là-haut et vous discutez comme s'il était un meuble dont vous ne voulez pas. Carmen fit un pas menaçant vers elle. Écoutez-moi bien, petit employé. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je vous préviens. Si vous essayez d'extorquer mon frère au pire moment de sa vie, je m'assurerai personnellement que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Je vous détruirai. Carmen, ça suffit. La voix de Ricardo sonna faible, brisée. Il se leva avec difficulté, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il marcha vers la fenêtre qui donnait sur le jardin de l'hôpital. Sofia, pars, s'il te plaît, pars. Monsieur Mendoza. Votre fils a votre sang, il a les yeux de votre épouse. Valentina a donné sa vie pour le mettre au monde. Et vous allez laisser cette vie se perdre par orgueil? Ricardo se retourna brusquement, le visage contorsionné par la douleur et la colère. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est que je ne peux pas le regarder sans voir Valentina se vider de son sang devant moi. Chaque fois que je penserai à cet enfant, je me rappellerai le moment où j'ai perdu mon épouse. Comprenez-vous cela? Les larmes coulaient librement sur les visages des deux. Alors ne pensez pas à vous, pensez à elle, pensez à ce que Valentina aurait voulu. Elle m'a parlé maintes fois de son excitation à l'idée d'être mère. Elle m'a montré la chambre du bébé qu'elle avait personnellement décorée. Elle m'a raconté les noms qu'elle avait choisis.
Tout cela va mourir avec elle. Ricardo ferma les yeux avec force. Pendant un moment terrible, Sofia pensa qu'il la chasserait de l'hôpital, mais alors, d'une voix à peine audible, il murmura « Comment s'appellerait-il » ? Pardon, le bébé. Quel nom Valentina avait-elle choisi? Sofia se rappela cet après-midi de février où Valentina lui avait demandé de l'aide pour plier les vêtements du bébé. Elles avaient passé des heures dans la magnifique chambre décorée de nuages et d'étoiles peintes au plafond. Matteo, elle voulait l'appeler Matteo comme son grand-père. Ricardo laissa échapper un sanglot étouffé. Il porta ses mains à son visage, les épaules tremblantes. Carmen s'approcha de son frère, posant une main sur son dos. Ricardo, tu n'es pas obligé de faire ça. Ce bébé ne survivra de toute façon pas. Les docteurs l'ont dit. Pourquoi prolonger la souffrance? Mais Ricardo ne l'écoutait pas. Il marcha vers Sofia à pas lents, sortit son portefeuille en cuir italien et en extirpa une carte de crédit noire, de celles qui n'ont pas de limite de dépenses. Tiens, fais ce que tu as à faire, mais à une condition. Sofia prit la carte de ses mains tremblantes. Quelle est-elle? Je ne veux rien savoir. Pas de rapports médicaux. Je ne veux pas que tu me dises s'il vit ou s'il meurt. Si cet enfant survit, ce sera grâce à toi, pas à moi. Et quand tout sera fini, je ne veux plus le revoir. Compris? Mais, monsieur, compris? Sofia hocha la tête en serrant la carte contre sa poitrine. Compris. Carmen explosa. Ricardo, tu es fou? Cette femme pourrait voler des millions avec cette carte. Tu ne la connais pas du tout. Elle travaille pour moi depuis 2 ans. Elle n'a jamais volé un sou. Elle est plus honnête que la moitié de ma famille. Ricardo lança un regard significatif à sa sœur. Et si elle décide de me voler, franchement, en ce moment, je m'en fiche. Rien ne m'importe plus. Sofia ne perdit pas une seconde de plus. Elle courut vers la sortie de l'hôpital, composant le numéro de Mercedes en descendant les escaliers 3 par 3. Madame Castillo, j'ai l'argent. Quand pouvez-vous venir? Je suis à 20 minutes de l'hôpital, mais écoutez-moi bien. J'ai besoin que vous procuriez quelque chose avant que j'arrive. Avez-vous de quoi écrire? Sofia s'arrêta dans le hall, sortant un stylo de la poche de son uniforme et utilisant le dos d'une brochure médicale pour écrire. Oui, dites-moi. Allez à la pharmacie San Pablo la plus proche. J'ai besoin que vous achetiez de l'oxygène portable, 2 petites bouteilles, une solution saline stérile, 6 poches, des seringues de différentes tailles, un paquet complet, des gants chirurgicaux, une boîte de sang et un nébuliseur portable de bonne qualité. Autre chose? Oui, c'est important. J'ai besoin que vous alliez dans un magasin de produits naturels. Cherchez de l'extrait d'eucalyptus médicinal, de l'huile essentielle de menthe purée, si possible, du propolis liquide à forte concentration. Ils sont pour le traitement respiratoire alternatif. Sofia écrivait frénétiquement. Combien pensez-vous que tout cela coûtera? Environ 15 à 20 000 pesos. Pouvez-vous gérer ça? Oui, j'ai une carte. Bien, on se voit à l'hôpital. Et Sofia, préparez-vous mentalement. Ce que je vais faire peut sembler peu orthodoxe, voire dangereux, mais j'ai vu ces méthodes fonctionner dans des endroits où la médecine moderne n'arrive pas. Vous me faites confiance? Sofia leva les yeux vers le plafond, vers l'unité de soins intensifs, où un bébé nommé Matteo luttait pour chaque respiration. Je vous fais confiance. 45 minutes plus tard, Sofia revenait à l'hôpital, chargée de 3 énormes sacs de la pharmacie et du magasin de produits naturels. Elle avait dépensé 18 400 pesos. La carte avait fonctionné sans problème, bien que le caissier de la pharmacie les regardait avec méfiance en voyant le nom de Ricardo Mendoza imprimé sur le plastique noir. Mercedes Castillo l'attendait sur le parking. C'était une femme d'environ 65 ans, les cheveux gris attachés en un chignon serré, des rides profondes autour d'yeux sombres qui avaient vu trop de souffrance. Elle portait des vêtements simples mais propres, jeans et une blouse en coton. Elle transportait une vieille mallette médicale, mais bien entretenue. Sofia. Oui, Madame Castillo. Mercedes l'évalua de haut en bas d'un seul regard. Vous êtes très jeune pour porter une telle responsabilité. J'ai 28 ans et ce n'est pas un fardeau, c'est un choix. Un petit sourire apparut sur le visage ridé de Mercedes. Bien dit.
Montrez-moi ce que vous avez acheté. Elles examinèrent rapidement les sacs. Mercedes hocha la tête en signe d'approbation. Parfait, maintenant vient la partie difficile. J'ai besoin d'entrer dans cette unité de soins intensifs sans que les docteurs m'arrêtent. Connaissez-vous quelqu'un du personnel qui pourrait nous aider? L'infirmière Laura. C'est elle qui m'a donné votre numéro. Excellent. Appelez-la. 5 minutes plus tard, Laura Jiménez les recevait à une entrée latérale de l'hôpital, loin des caméras de sécurité principales. Vous êtes folles, toutes les trois, nous sommes folles, murmura Laura en les guidant à travers les couloirs de service. Si on nous découvre, je perdrai mon travail, ma licence, tout. Personne ne le saura, assura Mercedes avec un calme qui ne pouvait provenir que de décennies d'expérience. J'ai déjà fait ça. Le bébé est à peine stable. Il a eu une autre crise il y a 15 minutes. Ses niveaux d'oxygène sont dangereusement bas. Le docteur Torres veut débrancher le support vital dans une heure s'il n'y a pas d'amélioration. Il n'en arrivera pas là. Elles entrèrent dans l'unité de soins intensifs néonatales par une porte arrière. Il était 10 heures du matin et le changement de quart se déroulait, ce qui signifiait un chaos temporaire et moins de supervision. C'était le moment idéal. Mercedes s'approcha de la couveuse où Matteo luttait pour vivre. Elle l'observa d'un œil expert, étudiant les moniteurs, les tubes, les lectures. Puis elle ouvrit sa mallette. « Laura, j'ai besoin que vous distrayiez la personne en charge pendant les 10 prochaines minutes. Inventez une urgence dans une autre salle, n'importe quoi. Il y a une mère dans la salle 3 qui est très anxieuse. Je peux dire qu'elle fait une crise de panique. Parfait. Allez-y. » Laura disparut. Mercedes sortit plusieurs petits flacons de sa mallette ainsi qu'un appareil qui ressemblait à un humidificateur modifié. Sophia, écoutez attentivement. Je vais préparer un mélange d'huiles essentielles médicinales et d'extraits naturels qui aideront à ouvrir les voies respiratoires du bébé. C'est similaire à ce qu'ils utilisent dans certains hôpitaux d'Europe de l'Est, mais avec des concentrations plus élevées. Ensuite, je vais appliquer une technique de massage thoracique que j'ai apprise d'une sage-femme traditionnelle au Kenya. Cela fonctionnera dans 70% des cas que j'ai traités. Oui, et dans les 30% restants. Mercedes ne termina pas la phrase, ce n'était pas nécessaire. Elle travailla avec une rapidité et une précision étonnantes. Ses mains, bien que ridées, se mouvaient avec la sécurité de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. Elle prépara le mélange dans le nébuliseur portable. Elle ajusta les concentrations à l'aide d'une petite balance qu'elle transportait dans sa mallette. L'eucalyptus ouvrira les bronches. La menthe réduira l'inflammation. Le propolis agira comme un antibiotique naturel. Le système immunitaire du bébé est presque inexistant, mais cela lui donnera une chance de se battre. Elle connecta le nébuliseur à la couveuse via l'un des ports d'accès, s'assurant que la vapeur médicinale atteignait directement la zone où Matteo respirait. Maintenant, la partie risquée. Mercedes ouvrit complètement la couveuse et sortit le bébé avec une délicatesse extraordinaire. Matteo semblait encore plus petit dans ses bras. Sophia retint son souffle en voyant Mercedes tenir le minuscule Matteo hors de la couveuse. Le bébé avait l'air si fragile, si vulnérable. Les moniteurs commencèrent à biper doucement, alertant du changement de température. « Que faites-vous » murmura Sophia, terrifiée. Contact peau à peau combiné à un massage thérapeutique. Dans les villages africains où j'ai travaillé, les mères faisaient cela instinctivement. Les bébés prématurés qui recevaient ce contact avaient 2 fois plus de chances de survivre par rapport à ceux maintenus isolés dans des couveuses. Mercedes plaça Matteo contre sa poitrine, le couvrant d'une couverture thermique spéciale qu'elle avait apportée. Avec des mouvements circulaires doux mais fermes, elle commença à masser le dos et la poitrine du bébé, stimulant la circulation et aidant les poumons à se dilater. « Parlez-lui » ordonna Mercedes à Sophia. Les bébés répondent aux voix humaines. Les études montrent que cela peut stabiliser leur rythme cardiaque. Sophia s'approcha, incertaine au début. « Bonjour, Matteo. Je suis Sophia. Ta maman était une femme merveilleuse. Elle t'aimait tellement. Même avant de te connaître, elle t'a préparé une belle chambre avec des étoiles au plafond qui brillent dans le noir. Tu dois être fort, mon petit, tu dois te battre. » À sa grande surprise, le bébé sembla réagir. Ses paupières tremblèrent légèrement et sa respiration, bien qu'encore laborieuse,
sembla se stabiliser un peu. Mercedes continua le massage pendant 5 minutes complètes. La vapeur du nébuliseur remplissait l'espace autour d'eux de l'arôme pénétrant de l'eucalyptus et de la menthe. Sophia pouvait voir le petit thorax de Matteo monter et descendre un peu plus facilement. Les chiffres montent, observa Sophia en regardant les moniteurs. L'oxygène est passé de 75 à 82. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Il doit être au-dessus de 95 pour être considéré hors de danger immédiat. Mercedes replaça soigneusement le bébé dans la couveuse, ajustant les commandes de température et d'humidité. Puis elle sortit une petite seringue de sa mallette. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophia. « Du surfactant pulmonaire synthétique, c'est ce que les poumons du bébé ne produisent pas correctement. Dans les hôpitaux de premier niveau, cela coûterait 50 000 pesos par dose. J'ai obtenu une version générique fabriquée en Inde pour un 1/5 de ce prix. Est-ce sûr ? Aussi sûr que n'importe quel médicament. La seule différence est qu'il n'a pas l'approbation de la COFEPRIS parce que le laboratoire indien ne peut pas payer les millions que coûte le processus de certification au Mexique, mais chimiquement, c'est identique. » Mercedes administra le médicament avec une précision experte, insérant la seringue à travers le tube respiratoire que Matteo avait déjà. Puis elle inclina légèrement la couveuse pour aider le liquide à se distribuer uniformément dans les poumons. « Maintenant, nous attendons. Les 30 prochaines minutes nous diront si cela va fonctionner. » À ce moment-là, la porte de l'unité s'ouvrit brusquement. Le docteur Javier Torres entra, accompagné de Laura, qui lança un regard d'avertissement à Mercedes et Sophia. « Que se passe-t-il ici » Le docteur Torres s'approcha rapidement, son regard allant du nébuliseur à la mallette ouverte de Mercedes. « Qui êtes-vous et que faites-vous à ce patient » Mercedes se redressa, regardant le docteur droit dans les yeux sans ciller. « Je suis Mercedes Castillo, infirmière néonatale diplômée avec 30 ans d'expérience et je sauve la vie de ce bébé avec des méthodes non autorisées. Savez-vous que c'est complètement illégal ? Vous pourriez tuer l'enfant. Votre protocole standard avait déjà condamné cet enfant à mort. Je lui donne une chance. » Le docteur Torres s'approcha de la couveuse, vérifiant les moniteurs. Son expression d'indignation se transforma progressivement en confusion, puis en étonnement. Les niveaux d'oxygène augmentent. 85% 88, qu'est-ce que vous lui avez administré ? Du surfactant pulmonaire synthétique, une thérapie par vaporisation avec des huiles essentielles médicinales et une stimulation tactile thérapeutique. Des méthodes que la médecine moderne occidentale ignore parce qu'elles ne génèrent pas de profit pour les compagnies pharmaceutiques. Le docteur Torres se tourna vers Mercedes, le visage rouge de colère. « C'est inacceptable. Je vais appeler la sécurité et signaler cela immédiatement. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici, et docteur Torres. » Laura l'interrompit en montrant le moniteur. 90%. Le bébé a atteint 90% de saturation en oxygène. Tous restèrent silencieux, observant les chiffres sur l'écran. 91, 92, 93 pour la première fois depuis sa naissance, Matteo respirait relativement normalement. Le docteur Torres passa une main dans ses cheveux, clairement en conflit interne. Ça n'a aucun sens médical. Les poumons étaient effondrés. L'insuffisance respiratoire était irréversible. Rien n'est irréversible quand il s'agit d'un bébé, dit Mercedes avec fermeté. Leurs corps ont une capacité de récupération que les adultes ont perdue. Ils ont juste besoin de la bonne opportunité. Le docteur regarda Sophia, puis Mercedes et enfin de nouveau le bébé. Si cet enfant meurt à cause de ce que vous venez de faire, je vous poursuivrai personnellement toutes les deux et je m'assurerai que vous finissiez en prison. S'il meurt, j'assumerai toute la responsabilité, répondit Mercedes sans hésiter. Mais il ne va pas mourir, pas cette nuit. Le docteur Torres sortit son téléphone, mais avant qu'il ne puisse composer, Laura lui posa une main sur le bras. Docteur, réfléchissez. Le bébé s'améliore. Pour la première fois depuis sa naissance. Il s'améliore. Voulez-vous vraiment arrêter ça ? Le médecin baissa lentement son téléphone. Il regarda la couveuse où Matteo, contre toute attente, continuait de se renforcer. La décision qu'il prenait pouvait lui coûter sa carrière. Vous avez 24 heures. Si dans 24 heures le bébé est toujours vivant et stable, je considérerai de ne pas signaler cela. Mais s'il y a la moindre complication, le moindre signe de détérioration,
j'arrête ça immédiatement et j'appelle les autorités. Compris? Mercedes hocha la tête. Compris. Le docteur Torres quitta la salle à pas lourds, laissant les trois femmes dans un silence tendu. C'était proche, murmura Laura, s'effondrant sur une chaise. Trop proche, acquiesça Mercedes. Mais nous y sommes arrivés. Maintenant vient la partie difficile, maintenir cette amélioration pendant les 24 prochaines heures. Sofia regarda sa montre. Il était 11 heures du matin. Matteo avait maintenant un peu plus de 2 heures et demie de vie. Il avait dépassé tous les pronostics. Que devons-nous faire? Demanda Sofia. Nous avons besoin d'une surveillance constante. Quelqu'un doit être avec lui chaque minute. J'administrerai des doses d'entretien des traitements toutes les 3 heures. La vapeur médicinale doit continuer. Et, Mercedes fit une pause. Nous aurons besoin de plus de médicaments. Le surfactant est épuisé. J'ai besoin d'au moins 3 doses supplémentaires pour les 24 prochaines heures. Combien coûte-t-elle? 15 000 pesos chacune. 45 000 au total. Sofia sortit la carte noire de Ricardo de la poche de son uniforme. Je les obtiendrai. Il y a un problème, intervint Laura. Ce médicament ne se vend pas dans les pharmacies ordinaires. Il nécessite une ordonnance spéciale et n'est disponible que chez les distributeurs médicaux agréés. Et il n'accepte pas les paiements par carte personnelle, seulement la facturation institutionnelle. Mercedes sourit sans humour. C'est pourquoi j'ai mon réseau de contacts. Je connais un distributeur à Guadalajara qui envoie des médicaments par colis express. Si nous passons la commande maintenant, elle arrivera demain matin. Mais le bébé a besoin des doses toutes les 3 heures, objecta Sofia. Que ferons-nous jusqu'à demain? J'ai une dose d'urgence chez moi. C'est ma dernière réserve. Je la gardais pour des cas extrêmes comme celui-ci, mais j'ai besoin que quelqu'un aille la chercher. Je vis à Iztapalapa, Colonia Rénovation. C'est un voyage de 40 minutes d'ici. Sofia n'hésita pas une seconde. J'irai. Donnez-moi l'adresse exacte. Mercedes écrivit sur un morceau de papier. L'appartement est au 3e étage. Bâtiment B. La porte est bleue. Les clés sont, elle retira une fine chaîne qu'elle portait autour du cou. Ici. Le médicament est dans le réfrigérateur, dans une boîte blanche marquée d'une croix rouge. Vous ne pouvez pas la manquer. Elle est irremplaçable jusqu'à l'arrivée de la commande de Guadalajara. Sofia prit les clés. Je ne la perdrai pas. Et Sofia. Mercedes l'arrêta avant qu'elle ne sorte. Soyez très prudente. Le médicament doit rester froid. S'il chauffe trop, il est gâté. Utilisez de la glace si nécessaire. Sofia sortit en courant de l'unité. Elle descendit au parking où la voiture de Ricardo était toujours garée. Le chauffeur Manuel somnolait sur le siège avant. Sofia frappa à la fenêtre avec urgence. Manuel, j'ai besoin que vous me conduisiez à Iztapalapa. C'est une urgence. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années avec une moustache grisonnante, la regarda confus. Mademoiselle Sofia, Monsieur Mendoza m'a ordonné de rester ici. Monsieur Mendoza m'a donné sa carte pour sauver son fils. Cela inclut l'utilisation de la voiture si nécessaire. S'il vous plaît, Manuel, chaque minute compte. Le chauffeur vit le désespoir dans les yeux de Sofia et hocha la tête. Le trafic de Mexico était impitoyable même en milieu de matinée. Manuel conduisait habilement entre les voitures, changeant de voie constamment pendant que Sofia regardait l'horloge toutes les 30 secondes. Chaque minute qui passait était une minute de moins de vie pour Matteo s'il n'obtenait pas ce médicament. Mademoiselle, puis-je vous demander quelque chose? Manuel rompit le silence alors qu'ils attendaient à un feu interminable à Tlalpan. Dites-moi, pourquoi faites-vous cela? Le bébé n'est pas le vôtre. Monsieur Mendoza a tout l'argent du monde. Pourquoi vous? Sofia regarda par la fenêtre les rues bondées de monde, de vendeurs ambulants, d'enfants mendiants au coin des rues, parce que quand j'avais 3 ans, mon père nous a abandonnés. Ma mère est tombée gravement malade et nous n'avions pas d'argent pour l'hôpital. Une voisine, Madame Guadalupe, a vendu sa machine à coudre, le seul moyen qu'elle avait de gagner sa vie, pour payer le traitement de ma mère. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait.
Elle m'a appris qu'il faut parfois être l'aide dont les autres ont besoin, même si cela nous coûte tout. Manuel hocha lentement la tête, les yeux humides. Votre mère serait très fière de vous. Ils arrivèrent enfin à Iztapalapa. Le contraste avec Bosque de Las Lomas était brutal. Ici, les rues étaient pleines de nids de poules, les bâtiments peints de couleurs défraîchies, des vêtements suspendus aux fenêtres rouillées, mais il y avait de la vie, de la communauté, des gens qui s'entraidaient. Le bâtiment B était une construction de 5 étages avec des escaliers extérieurs en béton fissuré. Sofia monta les marches 2 par 2, son cœur battant violemment. 3e étage, porte bleue, exactement comme Mercedes l'avait indiqué. La clé tourna facilement. L'appartement de Mercedes était petit, mais impeccablement propre. Les murs étaient couverts de photographies. Mercedes en Afrique, entourée d'enfants souriants. Mercedes dans un camp de réfugiés en Asie. Mercedes recevant des distinctions médicales. Cette femme avait dédié toute sa vie à sauver les autres. Sofia courut au réfrigérateur. Là, exactement où Mercedes l'avait dit, se trouvait la boîte blanche avec la croix rouge. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait 3 petites fioles de liquide transparent, chacune pas plus grande que son pouce. 45 000 pesos de médicaments qui tenaient dans la paume de sa main. Elle enveloppa la boîte dans un sac isotherme qu'elle trouva dans le congélateur, ajouta toute la glace qu'elle put et sortit en courant vers la voiture. Allons-y, Manuel, aussi vite que possible. Le chauffeur accéléra, serpentant dans le trafic avec une urgence renouvelée. Sofia serrait le sac contre sa poitrine, priant en silence. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, que nous arrivions à temps. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Sofia sauta pratiquement de la voiture avant qu'elle ne s'arrête complètement. Elle courut dans les couloirs, monta les escaliers au lieu d'attendre l'ascenseur, fit irruption dans l'unité de soins intensifs néonatales, complètement essoufflée. Mercedes était près de la couveuse de Matteo, surveillant les signes vitaux. En voyant Sofia, elle soupira de soulagement visible. Dieu merci, le bébé a commencé à montrer des signes de détresse il y a 5 minutes. Je dois administrer la dose maintenant. Sofia lui tendit la boîte. Mercedes travailla rapidement, préparant le médicament avec une précision chirurgicale. Laura aidait, anticipant chaque mouvement comme si elles avaient travaillé ensemble pendant des années. La dose fut administrée. Les 3 minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Sofia. Elle observait le moniteur, voyant les chiffres fluctuer dangereusement. 87, 86, 85, vas-y, Matteo. Vas-y, champion, murmura Sofia. Et puis, comme si le bébé avait entendu sa voix, les chiffres commencèrent à monter. 86, 88, 90, 93. Mercedes laissa échapper un soupir de soulagement. Nous avons réussi. Il répond bien. Sofia sentit ses jambes fléchir. Elle s'effondra sur une chaise voisine, tremblante sous la décharge d'adrénaline. Il ne s'était écoulé que 4 heures depuis la naissance de Matteo, mais cela semblait une éternité. Laura consulta sa montre. Mon quart se termine dans 20 minutes, mais je vais rester. Je ne laisserai pas ce petit guerrier seul. Moi aussi, je reste, dit Sofia immédiatement. Alors nous sommes 3, confirma Mercedes. Nous ferons des tours, 2 dorment pendant qu'une veille, 24 heures sans interruption. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard de surveillance constante. Toutes les 3 heures, Mercedes administrait les traitements. La vapeur d'eucalyptus remplissait l'espace de son arôme médicinal. Sofia parlait constamment à Matteo, lui racontant des histoires sur sa mère, sur la vie qui l'attendait en dehors de cette couveuse. À 18 heures, Carmen Mendoza apparut dans l'unité. Elle portait une robe noire de créateur, appropriée pour les funérailles qu'elle planifiait déjà pour Valentina. « Il est toujours en vie ?» demanda-t-elle d'un ton incrédule en voyant Matteo. Et de plus en plus fort, répondit Sofia avec une fierté à peine contenue. Carmen s'approcha de la couveuse, étudiant le bébé avec une expression que Sofia ne put déchiffrer. Était-ce du mépris, de la curiosité, de la peur? Ricardo ne changera pas d'avis, dit Carmen finalement. Cet enfant survivra peut-être, mais mon frère ne l'acceptera jamais. Il sera orphelin même si son père est en vie. C'est à monsieur Mendoza de décider quand il sera prêt. Pas à vous. Carmen se tourna vers Sofia, les yeux froids.
Savez-vous combien coûte l'entretien d'un enfant? Éducation, nourriture, vêtements, santé. Nous parlons de millions de pesos tout au long de sa vie. Croyez-vous que Ricardo va payer cela pour un fils qu'il ne veut pas? Il a signé les papiers de l'hôpital. Légalement, c'est sa responsabilité. Les papiers peuvent être modifiés, les responsabilités peuvent être transférées. En fait, j'ai déjà parlé à nos avocats. Si Ricardo renonce formellement à la garde, l'enfant passera dans le système d'adoption d'État. Un orphelinat pour bébés non désirés. Sofia sentit le sang bouillir. Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que je peux et je le ferai. À moins que quoi? Carmen sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. À moins que vous ne preniez légalement en charge. Adoptez l'enfant, assumez toute responsabilité et mon frère n'aura plus jamais à penser à lui. Je m'assurerai que le processus d'adoption soit rapide. Je vous donnerai 100 000 pesos en compensation pour votre service et nous continuerons tous nos vies. Vous m'offrez de l'argent pour que je prenne l'enfant de votre frère? Je vous offre une solution pratique à un problème émotionnel. Vous voulez sauver le bébé. Je veux protéger mon frère de la douleur constante que ce bébé représentera. C'est un bénéfice mutuel. Mercedes, qui avait écouté en silence, intervint. Madame, avec tout le respect que je vous dois, ce que vous proposez, c'est de vendre un bébé. C'est illégal et moralement répugnant. Je ne vends rien. Je facilite une adoption privée. Cela arrive tout le temps. Et avant de me juger, pensez à ceci. Qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant? Grandir en sachant que son père le rejette, qu'il le blâme pour la mort de sa mère? Ou grandir avec quelqu'un qu'il a aimé dès le premier instant? Qui a tout risqué pour le sauver? Sofia regarda Matteo dans la couveuse. Le bébé dormait maintenant, sa petite poitrine montant et descendant avec des respirations plus fortes qu'il y a quelques heures. Les tubes étaient toujours là, mais il y avait de la couleur sur ses joues. Il y avait de la vie. Je ne peux pas adopter un enfant, dit Sofia. Finalement, je vis dans une chambre de service. Je gagne 6500 pesos par mois. Je n'ai pas les ressources c'est pourquoi je vous offre de l'argent. 100 000 pesos vous donneraient un matelas financier. Vous pourriez louer un petit appartement, acheter le nécessaire et avec vos compétences, vous trouveriez un autre emploi. Je connais des familles qui paient bien pour des nounous qui se soucient vraiment des enfants. C'était une offre tentante et Carmen le savait. C'était la solution facile, sauver le bébé et lui donner un foyer, même si ce foyer était humble. N'était-ce pas mieux que rien? Mais quelque chose à l'intérieur de Sofia se rebellait contre l'idée. Matteo avait un père, il avait une famille, il avait un héritage, un nom de famille, une place dans le monde qui lui revenait de droit. Non, dit Sofia d'une voix ferme. Je ne faciliterai pas l'abandon de sa responsabilité à votre frère. Ce bébé est un Mendoza et il grandira en sachant qui était sa mère et qui est son père, même si cela vous dérange tous. Le visage de Carmen se durcit. Vous faites une erreur. Sans le soutien de la famille Mendoza, cet enfant n'a pas d'avenir et vous non plus. Alors nous construirons notre propre avenir ensemble. Carmen fit demi-tour et quitta la salle à pas furieux. Mercedes posa une main sur l'épaule de Sofia. Vous venez de vous faire un ennemi très puissant. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière. Laura, qui avait assisté à tout l'échange, secoua la tête. Carmen Mendoza ne va pas rester les bras croisés. Je connais sa réputation. Si elle a décidé que le bébé ne doit pas être avec Ricardo, elle fera tout pour y parvenir. Eh bien, elle devra d'abord passer sur moi. À ce moment-là, le téléphone de Mercedes sonna. Elle répondit brièvement, son expression devenant de plus en plus grave. C'était mon contact à Guadalajara. Il y a un problème avec la commande de médicaments. Quel genre de problème? Quelqu'un a contacté le distributeur et bloqué ma commande. Ils ont utilisé des influences, des menaces, ce n'est pas clair, mais le résultat est le même. L'envoi n'arrivera pas. Sofia sentit le monde s'effondrer. Qui a pu faire ça? Qui croyez-vous? Carmen Mendoza a des contacts dans toute l'industrie pharmaceutique. Sa famille possède des actions dans plusieurs laboratoires. Si elle veut bloquer une commande, elle peut le faire d'un simple appel. Mais alors, comment allons-nous obtenir plus de surfactants?
Il ne nous reste que 2 doses. Cela couvre 6 heures. Et après? Mercedes resta silencieuse, pensant intensément. Puis ses yeux s'illuminèrent d'une idée. Je connais quelqu'un à Monterrey. Rodrigo Salinas. Un médecin qui a travaillé avec moi au Guatemala. Il a accès à des médicaments importés directement des États-Unis. C'est plus cher, mais c'est notre seule option maintenant. Combien plus cher? 30 000 pesos par dose au lieu de 15 000. Et nous aurions besoin d'au moins 6 doses pour être sûrs pendant les 2 prochains jours pendant que nous stabilisons complètement le bébé. Sofia fit les calculs mentalement. 180 000 pesos. Ils avaient déjà dépensé près de 30 000 en fourniture et le premier lot de médicaments que Carmen avait bloqué. Je vais appeler Rodrigo, continua Mercedes. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, Sofia. Si Carmen joue sale, ça va s'aggraver. Elle a des ressources illimitées pour nous saboter, alors nous devrons être plus intelligents qu'elle. Mercedes composa un numéro sur son vieux portable. La conversation fut brève mais intense. Quand elle raccrocha, elle avait de bonnes et de mauvaises nouvelles. Rodrigo peut obtenir le médicament. Il l'enverra par un vol commercial demain matin. Il arrivera à 9 heures, mais il a besoin du paiement à l'avance. Virement bancaire direct sur son compte. La carte de Ricardo ne fonctionnera pas pour les virements internationaux sans l'autorisation préalable du titulaire. Nous avons besoin que Ricardo approuve la transaction personnellement ou qu'il nous donne accès à sa banque en ligne. Sofia sentit un nœud à l'estomac. Ricardo avait été clair. Il ne voulait rien savoir du bébé. Lui demander de faire un virement de 180 000 pesos signifiait l'impliquer à nouveau, rompre l'accord implicite qu'ils avaient conclu. J'irai lui parler, dit Sofia en se levant. Sofia, il est 19 heures. L'homme vient de perdre son épouse. Il est en deuil. Peut-être devrions-nous attendre demain. Le bébé ne peut pas attendre demain. Nous avons 2 doses qui couvrent 6 heures. Si d'ici 2 heures du matin, nous n'avons pas plus de médicaments, Matteo commencera à se détériorer à nouveau et cette fois, il pourrait ne pas se rétablir. Laura vérifia le registre de l'hôpital sur l'ordinateur. Ricardo est toujours là. Il est dans la suite privée du 4e étage. Il a réservé la plus grande chambre pour préparer le corps de Valentina avant le transfert à la morgue. Le 4e étage de l'hôpital était complètement différent. Ici, il n'y avait pas le tumulte des urgences ni l'odeur de désinfectant. C'était silencieux, élégant, avec des tapis épais qui amortissaient les pas. Les suites privées où les familles riches passaient leurs dernières heures avec leurs proches. Sofia trouva la suite 405. Elle frappa doucement à la porte. Personne ne répondit. Elle frappa à nouveau, un peu plus fort. Entrez. La voix de Ricardo sonnait creuse, distante. Sofia entra. La chambre était énorme, plus grande que tout l'appartement où elle vivait avec sa mère à Nezahualcóyotl. Il y avait un lit à baldaquin, des canapés en cuir, même une petite salle à manger. Et au centre de tout, sur un lit spécial, se trouvait le corps de Valentina Mendoza. Ricardo était assis sur une chaise à ses côtés, tenant sa main froide. Il avait vieilli de 10 ans au cours des dernières heures. Son costume de créateur était froissé, ses cheveux ébouriffés, ses yeux enfoncés et rouges. Monsieur Mendoza, Sofia s'approcha à pas hésitants. Je vous ai dit que je ne voulais rien savoir. Sa voix manquait d'émotion, comme si elle avait épuisé toutes ses larmes. Je sais et je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin de votre aide une fois de plus. Ricardo la regarda finalement. Il y avait quelque chose de brisé dans son regard qui effraya Sofia. Il est toujours vivant? Oui, il se bat, il s'améliore, mais quelqu'un a bloqué notre approvisionnement en médicaments. Nous devons faire un virement bancaire international urgent. 180 000 pesos. Ricardo rit sans humour, un son rude et douloureux. Ma sœur, bien sûr que c'était elle, toujours si efficace pour détruire des choses. Pouvez-vous approuver le virement, s'il vous plaît? C'est la dernière fois que je vous demande quelque chose. Ricardo resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité. Puis il se leva lentement et marcha vers la fenêtre qui donnait sur les lumières de la ville. Valentina a choisi le nom Matteo pour son grand-père. Dit-il doucement.
Le grand-père Matteo a été la seule personne de sa famille à l'accepter lorsque sa famille l'a rejeté pour m'épouser. Un homme pauvre épousant une fille riche. Sa famille a dit que je voulais seulement son argent. Et c'était vrai? Ricardo se tourna, surpris par la question directe. Au début, peut-être. Je venais de rien, construisant mon entreprise avec des prêts et des dettes. Valentina était ma porte d'entrée vers un monde que je n'aurais jamais connu, mais après, sa voix se brisa. Après je suis tombé amoureux d'elle pour de vrai, chaque jour davantage. Elle voyait quelque chose en moi que personne d'autre ne voyait. Elle m'a donné envie d'être meilleure. Elle voyait aussi quelque chose de spécial chez ce bébé, chez son fils, chez Matteo. Le bébé qu'il a tué, le bébé qu'elle a choisi de sauver, même en connaissant le risque. Ricardo ferma les yeux avec force. Les docteurs l'ont averti 3 mois avant l'accouchement, ils lui ont dit qu'il y avait des complications, qu'un accouchement naturel serait dangereux. Ils lui ont recommandé une césarienne programmée. Mais Valentina a insisté pour attendre, pour donner au bébé la chance de se développer complètement. Elle a dit qu'elle voulait donner à notre fils la meilleure chance de vivre, même si cela signifiait un risque pour elle. Sofia sentit les larmes couler sur ses joues. Alors elle savait déjà qu'elle pourrait mourir et elle a quand même choisi de donner la vie. Elle a choisi ce bébé au détriment de sa propre vie. Et je la hais pour ça. Je la hais de m'avoir quitté. Je la hais de m'avoir si peu aimé, qu'elle a préféré mourir. Ou elle l'aimait tellement qu'elle savait que vous seriez assez fort pour élever votre fils sans elle. Ricardo s'effondra contre le mur, glissant jusqu'à s'asseoir sur le sol. Il couvrit son visage de ses mains et commença à pleurer. Ce n'était pas le sanglot contrôlé d'un homme d'affaires, c'était le sanglot déchirant d'un homme qui avait tout perdu. Sofia s'agenouilla à ses côtés sans le toucher, simplement en étant présente. Monsieur Mendoza, je sais que la douleur est insupportable maintenant. Je sais que chaque fois que vous penserez à Matteo, vous vous souviendrez de ce moment, mais ce bébé est la dernière chose que Valentina a laissée dans ce monde. C'est son héritage, son dernier cadeau pour vous. Je ne peux pas, sanglota Ricardo. Je ne peux pas le regarder sans la voir mourir. Alors, ne le regardez pas maintenant. Permettez-moi de le sauver. Permettez-moi de le maintenir en vie jusqu'à ce que vous soyez prêt. 1 mois, 1 an, le temps qu'il faudra, mais ne le laissez pas mourir à cause d'une douleur qui guérira un jour. Ricardo leva la tête, regardant Sofia avec des yeux dévastés. Et si je ne guéris jamais? Et si je ne peux jamais l'aimer? Alors je l'aimerai pour vous deux, jusqu'à ce que vous le puissiez. Le silence emplit la pièce. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente au drame qui se déroulait dans cette suite privée. Finalement, Ricardo sortit son téléphone portable, les mains tremblantes. À quel compte dois-je virer? Sofia lui donna les coordonnées que Mercedes lui avait fournies. Ricardo ouvrit son application bancaire en ligne et commença à taper. Ses doigts hésitèrent plusieurs fois sur l'écran. 180 000 pesos, murmura-t-il. C'est moins que ce que j'ai dépensé pour la bague de fiançailles de Valentina. Il appuya sur le bouton de confirmation. Le virement fut traité immédiatement. C'est fait. Maintenant, partez et ne revenez pas tant que je ne serai pas prêt à revenir. Merci, monsieur Mendoza. Valentina serait fière de vous. Valentina est morte. Elle ne peut plus être fière de personne. Sofia sortit de la chambre le cœur brisé, mais avec un espoir renouvelé. Elle courut vers l'unité néonatale où Mercedes et Laura attendaient avec anxiété. Je l'ai eu. Il a approuvé le virement. Mercedes vérifia son téléphone et confirma que le paiement était arrivé sur le compte de Rodrigo. Parfait. Il a confirmé qu'il enverra le médicament sur le premier vol du matin. Il arrivera à 9 h, comme promis. Cela nous donne 14 h, calcula Laura. Les doses que nous avons nous mèneront jusqu'à 1 h du matin. Après, il restera 8 heures sans traitement jusqu'à l'arrivée du nouvel approvisionnement. Peut-il survivre 8 heures sans le surfactant? Demanda Sofia avec crainte. Mercedes regarda Matteo dans la couveuse. Le bébé dormait tranquillement, ses signes vitaux stables, mais pas hors de danger. Honnêtement, je ne sais pas. Nous avons bâti une base avec les premières doses. Son corps commence à produire un peu de surfactant par lui-même, mais pas assez. Ces 8 heures seront critiques. Alors, nous ferons tout notre possible pour l'aider pendant ce temps,
déclara Sofia avec détermination. Les heures suivantes passèrent dans un état d'alerte constante. Mercedes administra les doses restantes à 22h et à 1h du matin. Chaque fois, Matteo répondait bien, ses niveaux d'oxygène restant stables. Mais à 2h du matin, les problèmes commencèrent. Les chiffres sur le moniteur commencèrent à baisser lentement. 93, 90, 88. Le petit corps de Matteo commençait à lutter à nouveau. Son corps ressent l'absence du médicament, expliqua Mercedes avec inquiétude. C'est comme je m'y attendais. Les prochaines minutes détermineront s'il peut maintenir ce que nous avons gagné. Sofia prit la petite main de Matteo à travers l'ouverture de la couveuse. Vas-y, champion. Je sais que tu es fatigué. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est que quelques heures de plus. Tiens bon encore un peu. Comme s'il l'écoutait, la chute d'oxygène s'arrêta à 85%. Il ne montait pas, mais ne baissait plus non plus. C'est bien, dit Mercedes. Cela signifie que son corps se stabilise, luttant pour maintenir ce que nous avons accompli. Laura prépara plus de vapeur médicinale, intensifiant la concentration. Cela devrait aider à maintenir les voies respiratoires ouvertes. Ce n'est pas un substitut du surfactant, mais c'est quelque chose. Les trois femmes se relayèrent pendant les heures sombres suivantes de l'aube. Pendant que deux se reposaient sur des chaises près de la couveuse, une restait éveillée, vigilante, parlant constamment à Matteo, l'encourageant à continuer de se battre. À 5h du matin, le docteur Torres entra pour sa ronde matinale. Il fut surpris de les trouver encore là. Aucune de vous n'a dormi. Le docteur Torres vérifia les dossiers médicaux sur l'ordinateur, les sourcils froncés de concentration. Quelqu'un devait le surveiller, répondit Mercedes simplement. Le médecin s'approcha de la couveuse, examinant Matteo attentivement. Il vérifia les moniteurs, les niveaux d'oxygène, la fréquence cardiaque. Son expression passa du scepticisme à un étonnement sincère. Ses niveaux sont restés stables toute la nuit. 85% de saturation. Ce n'est pas optimal, mais considérant qu'il est né avec des poumons effondrés et qu'on lui donnait 1 heure de vie, il fit une pause significative. C'est extraordinaire. Cela signifie qu'il est hors de danger ? Demanda Sofia avec un espoir à peine contenu. Cela signifie qu'il a une chance de se battre, une vraie chance, mais il est encore extrêmement fragile. Toute infection, toute complication mineure pour un autre bébé pourrait lui être fatale. Nous comprenons les risques, dit Mercedes. Le docteur Torres croisa les bras, étudiant les trois femmes avec un mélange d'admiration et de préoccupation professionnelle. Vous savez que techniquement ce que vous faites est, il chercha les mots justes. Illégal, non autorisé, contraire aux règles de l'hôpital. Mercedes termina pour lui. Oui, docteur, nous le savons parfaitement, mais nous savons aussi que sans notre intervention, cet enfant serait mort. Alors je vous pose une question. Préférez-vous un bébé mort traité avec des méthodes approuvées ou un bébé vivant traité avec des méthodes discutables? Le docteur Torres soupira profondément. Si le directeur de l'hôpital l'apprend, je serai licencié pour avoir permis cela. Ma licence médicale serait en jeu. Alors, assurez-vous qu'il ne le sache pas, suggéra Laura avec un petit sourire, du moins jusqu'à ce que Matteo soit assez fort pour que personne ne puisse remettre en question les résultats. Le docteur regarda à nouveau le bébé, puis les femmes qui avaient passé la nuit blanche à sauver une vie que tous avaient donnée pour perdue. Vous avez jusqu'à demain. 24 heures de plus. Si d'ici là le bébé ne montre pas d'amélioration significative, je devrais signaler cela. Mais s'il s'améliore, il laissa la phrase inachevée, mais l'implication était claire. Il s'améliorera, promit Sofia. Après le départ du docteur Torres, Laura vérifia son téléphone. Le vol de Monterrey atterrit dans 2 heures. J'ai un ami qui travaille à l'aéroport dans la zone de fret. Il peut accélérer la livraison du colis. Parfait. En attendant, nous devons maintenir le bébé le plus stable possible, dit Mercedes en préparant une autre séance de thérapie à la vapeur. Les 2 heures suivantes furent tendues. Les niveaux de Matteo fluctuaient dangereusement. 85. Son petit corps luttait vaillamment contre le manque du médicament essentiel. Sofia ne le quitta pas un instant, lui parlant constamment, lui racontant des histoires, lui chantant des berceuses que sa propre mère lui avait chantées quand elle était enfant. Ma maman dit toujours que les bébés comprennent plus que nous ne le croyons, qu'ils peuvent sentir l'amour même quand ils ne comprennent pas les mots.
Alors je veux que tu saches, Matteo, que tu n'es pas seul. Tu ne seras jamais seul tant que je serai en vie. À 9h15 du matin, le téléphone de Laura sonna. Le colis est arrivé. Mon ami l'apporte personnellement. Il sera là dans 15 minutes. Mercedes prépara tout pour l'administration immédiate du médicament. Quand le colis arriva, elle vérifia méticuleusement chaque fiole, s'assurant qu'il avait maintenu la température appropriée pendant le transport. Parfait, complètement intact. Nous allons lui donner la première dose maintenant. La transformation fut presque immédiate. 5 minutes après avoir reçu le surfactant, les niveaux d'oxygène de Matteo commencèrent à monter. 87, 90, 93, 96. Regardez. Laura montra le moniteur avec émotion. Il répond encore mieux qu'avant. Son corps apprend, expliqua Mercedes avec un sourire fatigué mais satisfait. Chaque dose enseigne à ses poumons comment fonctionner correctement. Avec un peu de chance, dans quelques jours, il commencera à produire suffisamment de surfactants par lui-même. Sofia sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle se permit de croire qu'ils allaient vraiment y arriver. Matteo allait survivre. Mais la célébration fut interrompue brusquement lorsque la porte de l'unité s'ouvrit en grand. Carmen Mendoza entra, accompagnée d'un homme en costume qui portait une mallette en cuir. Derrière eux venait un agent de sécurité de l'hôpital. C'est elle. Carmen désigna Sofia, l'employé qui retient illégalement mon neveu et utilise les fonds de la famille sans autorisation. L'homme en costume fit un pas en avant. Je suis maître Ernesto Villarreal, avocat de la famille Mendoza. J'apporte une ordonnance judiciaire temporaire qui accorde la garde du mineur à Carmen Mendoza jusqu'à ce que la situation légale du père soit résolue. Sofia sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. Ricardo m'a donné la permission. Il m'a donné sa carte. Une carte que vous avez utilisée pour dépenser plus de 200 000 pesos en traitement non autorisé, contre-attaqua Carmen. Mon frère était en état de choc émotionnel quand il vous a donné cette carte. Il n'était pas en état de prendre des décisions. En tant que membre de la famille le plus proche, en pleine possession de ses facultés, j'ai le droit légal d'intervenir dans l'intérêt du mineur. Mercedes s'interposa entre Carmen et la couveuse. Le bébé est en traitement critique. Le déplacer maintenant pourrait le tuer. Précisément pourquoi je suis ici. Carmen sourit froidement, pour m'assurer que mon neveu reçoive des soins médicaux appropriés et légaux, pas ces remèdes maison dangereux d'une infirmière retraitée qui opère en dehors de la loi. Maître Villarreal tendit les documents. Selon cette ordonnance, le mineur sera transféré immédiatement à l'hôpital pour enfants de Mexico sous des soins spécialisés autorisés par le collège médical. Toute résistance sera considérée comme un outrage à la cour. Laura examina rapidement les papiers. Ces documents sont légitimes. Ils ont été signés par un juge il y a 2 heures. Comment avez-vous obtenu cela si vite? Exigea de savoir Sofia. Carmen haussa les épaules avec une fausse innocence. Je connais des gens et quand le bien-être d'un mineur est en jeu, les juges agissent rapidement, surtout quand ce mineur appartient à une famille éminente. Vous ne vous souciez pas du bien-être de Matteo, accusa Sofia, sa voix tremblante de rage. Vous voulez juste contrôler l'héritage. S'il meurt, vous et votre famille héritez de tout. Carmen fit un pas menaçant vers Sofia. Attention à ce que vous dites, petit employé. Cela ressemble dangereusement à de la diffamation. Je pourrais vous poursuivre pour chaque peso que vous possédez. Oh, attendez, vous n'avez rien. L'agent de sécurité se racla la gorge, mal à l'aise. Mesdames, j'ai l'ordre d'escorter le bébé et les personnes non autorisées hors de l'unité. S'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile. Mercedes regarda Sofia, puis Matteo, calculant rapidement les options. Finalement, avec une douleur visible, elle hocha la tête. D'accord, mais à une condition. J'accompagne le bébé. Je ne fais pas confiance au docteur de l'autre hôpital pour savoir quel traitement il a reçu. Ils ont besoin d'un dossier complet où ils pourraient lui donner des médicaments qui interfèrent avec ce qui est déjà dans son système. Maître Villarreal consulta brièvement Carmen, qui hocha la tête à contre-cœur. Vous pouvez accompagner le bébé pendant le transfert et fournir des informations médicales. Après, vous vous retirez, il regarda Sofia avec mépris.
Il vous est interdit d'approcher le mineur. Si vous violez cette ordonnance, vous serez arrêté. 2 ambulanciers entrèrent avec un équipement spécialisé pour le transport néonatal. Ils travaillèrent avec une efficacité professionnelle, transférant soigneusement Matteo de la couveuse de l'hôpital à une unité portable de dernière génération. Sofia observait, impuissante, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle avait tant lutté, tout risqué et maintenant on le lui enlevait. Sofia, lui murmura Mercedes pendant qu'il préparait Matteo pour le transfert. N'abandonnez pas. Cela ne se termine pas ici. Allez chercher Ricardo. C'est le seul qui puisse annuler cet ordre. C'est le père légal. Sa parole a plus de poids que celle de Carmen. Mais il a dit qu'il ne voulait rien savoir. Alors, faites-lui vouloir. Faites-lui voir qu'il est sur le point de perdre son fils pour toujours, non par la mort, mais par lâcheté. Les ambulanciers commencèrent à rouler l'incubateur portable vers la sortie. Matteo, inconscient de tout le drame, dormait tranquillement, ses petits poumons respirant avec l'aide des machines. Sofia courut vers lui, touchant le verre de l'incubateur une dernière fois. « Je te promets que je te ramènerai. Je te le promets, Matteo. Je ne te laisserai pas. » Carmen la repoussa brusquement. « Vous avez entendu l'ordonnance judiciaire. Éloignez-vous du bébé maintenant. » L'agent de sécurité prit Sofia doucement par le bras, la guidant en arrière. Laura l'étreignit alors qu'elle voyait Matteo être emmené. Quand la porte se referma derrière le cortège, Sofia s'effondra contre Laura, sanglotant de manière incontrôlable. « Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. » « Non. » Laura la tint fermement. « Il est encore temps. Mercedes a raison. Ricardo est la clé. Si vous pouvez lui faire comprendre ce qui se passe. » Sofia s'essuya les larmes avec rage, sa tristesse se transformant en une détermination féroce. « Où est Ricardo maintenant ?» Laura vérifia le système de l'hôpital. Il est toujours dans la suite du 4e étage. Il n'est pas sorti depuis hier. Sofia sortit en courant de l'unité néonatale, ignorant les cris de l'agent de sécurité pour qu'elle s'arrête. Elle monta les escaliers à une vitesse record, ses jambes brûlant d'effort. Elle fit irruption dans la suite 400-500 frappée. Ricardo était exactement là où elle l'avait laissé quelques heures plus tôt, assis à côté du corps de Valentina comme une statue de douleur. « Monsieur Mendoza, votre sœur a emmené Matteo. Elle a une ordonnance judiciaire et le transfert dans un autre hôpital. » Ricardo leva lentement la tête, comme s'il se réveillait d'un sommeil profond. Ses yeux étaient vides, perdus quelque part au loin. « Quoi ? Carmen a obtenu la garde temporaire. Elle dit que vous n'étiez pas en état de décider quand vous m'avez donné la carte. Elle a des avocats, des documents légaux. Ils ont emmené votre fils il y a 5 minutes. » Ricardo cligna des yeux plusieurs fois, traitant l'information avec une lenteur douloureuse. « Laisse-la faire ce qu'elle veut. » « Non. » Sofia cria avec une telle intensité que Ricardo sursauta. « Vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Ce bébé est votre fils. Le sang de Valentina coule dans ses veines. Valentina est morte. » La voix de Ricardo était mécanique, sans vie, rien n'a plus d'importance. Sofia marcha jusqu'à se tenir devant lui, le forçant à la regarder. « Savez-vous ce que Valentina m'a dit 2 semaines avant d'accoucher ? Elle m'a montré une lettre qu'elle avait écrite. Une lettre pour Matteo, qu'il lirait quand il grandirait. Voulez-vous savoir ce qu'elle disait ? » Ricardo ne répondit pas, mais ne détourna pas le regard non plus. Elle disait, « Mon fils, si tu lis ceci, c'est parce que je n'ai pas pu être avec toi pour te voir grandir, mais je veux que tu saches que je t'ai donné la vie parce que je savais que ton père, l'homme le plus fort et le plus courageux que je connaisse, t'aimerait pour nous deux. Je suis sûr qu'il sera le père dont tu as besoin, même quand la douleur semblera insupportable. Ton père est un battant et tu hériteras de cette force. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Ricardo, silencieuses mais abondantes. « Elle vous faisait confiance, » continua Sofia. « Elle a parié sa vie que vous seriez assez fort pour faire ce qui est juste. Allez-vous lui prouver qu'elle avait tort ? » « Je ne sais pas, » murmura Ricardo, sa voix se brisant. « Je ne sais pas comment aimer quelqu'un qui m'a tout enlevé. Commencez par ne pas le laisser entre les mains de Carmen. Elle ne le veut pas, elle veut juste le contrôle de votre fortune. Si quelque chose arrive à Matteo, elle hérite de tout, n'est-ce pas ?
Ricardo ferma les yeux. Selon le testament de Valentina, si le bébé meurt avant d'avoir 1 an, sa part de l'héritage est divisée entre ma sœur et la fondation caritative de Valentina. Ce sont 50 millions de pesos en jeu. Et ne trouvez-vous pas suspect que Carmen soit si désespérée de tenir Matteo éloigné des personnes qui le maintiennent en vie? La réaction de Ricardo fut immédiate. Ses yeux se focalisèrent soudainement, le brouillard de la douleur se dissipant devant la clarté de la compréhension. Mon Dieu, Carmen, elle veut qu'il meure. Je ne peux rien prouver, admit Sofia, mais elle a bloqué notre approvisionnement en médicaments. Elle est apparue avec une ordonnance judiciaire quelques heures après que j'ai refusé son offre de l'adopter. Et maintenant, elle le transfère dans un hôpital où les docteurs ne connaissent pas son traitement spécifique. Combien de coïncidences devez-vous ignorer? Ricardo se leva brusquement. L'homme d'affaires impitoyable se réveillant dans l'homme brisé. À quel hôpital l'a-t-elle emmené? Hôpital pour enfants de Mexico, Federico Gomez. C'est à 20 minutes d'ici. Ricardo sortit son téléphone, composant rapidement. Alberto, c'est Ricardo Mendoza. J'ai besoin que tu prépares une révocation de garde temporaire. Oui, tout de suite. Carmen n'a aucune autorité sur mon fils. Aucune. Envoie-la à mon email dans 5 minutes ou cherche un autre emploi. Il raccrocha et composa un autre numéro. Manuel, apporte la voiture devant l'hôpital. Immédiatement. Il se tourna vers Valentina une dernière fois, s'approchant du lit où elle reposait. Les mains tremblantes, il embrassa son front froid. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi d'avoir été si faible, mais je te promets que je prendrai soin de notre fils. Je serai l'homme que tu croyais que j'étais. Sofia sentit un nœud dans la gorge devant la scène. Ricardo sortit de la suite à pas décidés, complètement transformé. Ce n'était plus l'homme brisé qu'elle avait vu quelques minutes plus tôt. C'était le Ricardo Mendoza qui avait bâti un empire à partir de rien, celui qui n'acceptait jamais un non comme réponse. Ils coururent vers l'ascenseur. Pendant la descente, le téléphone de Ricardo vibra. Document reçu, dit-il en lisant l'email en descendant. Alberto est le meilleur avocat d'affaires du pays. Si quelqu'un peut faire changer d'avis un juge en quelques minutes, c'est lui. Ils sortirent sur le parking où Manuel attendait déjà, moteur allumé. Ils montèrent dans la voiture et Manuel démarra avant que les portes ne soient complètement fermées. À quel point mon fils est-il grave? Demanda Ricardo alors qu'ils accéléraient sur un surgente sûr. Il est mieux que nous l'espérions, mais il est toujours critique. Ses poumons se renforcent, mais il a besoin d'un traitement constant. Si les docteurs de l'autre hôpital ne savent pas ce qu'il reçoit, ils pourraient lui administrer quelque chose qui interfère avec sa récupération. Mercedes est allée avec lui, n'est-ce pas? Oui, mais Carmen ne lui a permis de l'accompagner que pendant le transfert. Après, ils la mettront dehors. Ricardo composa un autre numéro sur son téléphone. Directeur Ramirez, c'est Ricardo Mendoza. Mon fils est en cours de transfert vers votre hôpital en ce moment. Ordonnance judiciaire frauduleuse obtenue par ma sœur Carmen. J'ai besoin que vous arrêtiez toute procédure jusqu'à mon arrivée. Oui, je serai là dans 10 minutes. Il y eut une pause pendant qu'il écoutait. Je me fiche des documents que Carmen possède, je suis le père légal et j'ai la priorité absolue. Si vous touchez à mon fils sans mon consentement, je poursuivrai cet hôpital pour chaque peso qu'il possède. Me comprenez-vous? Une autre pause. Parfait. On se voit dans 10 minutes. Manuel conduisait avec une habileté experte, zigzagant dans le trafic. Sofia regardait par la fenêtre, son cœur battant violemment. Seulement 30 heures s'étaient écoulées depuis la naissance de Matteo, mais cela semblait des années. 30 heures de lutte constante, de décisions impossibles, de petits miracles. Sofia. La voix de Ricardo la tira de ses pensées. Merci. Je sais que j'ai dit des choses horribles. Je sais que je t'ai ordonné de ne rien me dire sur le bébé, mais si tu n'avais pas ignoré mes ordres, si tu ne t'étais pas battu quand tous les autres ont abandonné, vous n'avez pas à me remercier. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, pas n'importe qui. La plupart des gens auraient obéi quand on leur a dit que c'était impossible. Vous avez décidé de faire l'impossible de toute façon. Ils arrivèrent à l'hôpital pour enfants de Mexico en un temps record. Le bâtiment était imposant, moderne,
reconnu comme le meilleur hôpital pédiatrique du pays. Mais pour Sofia à ce moment-là, c'était simplement l'endroit où Matteo était retenu. Ils coururent vers l'entrée principale. Une réceptionniste tenta de les arrêter, mais Ricardo l'ignora complètement, se dirigeant directement vers les ascenseurs. « Monsieur, vous ne pouvez pas monter sans autorisation. Je suis Ricardo Mendoza. Mon fils est ici. Essayez de m'arrêter et vous en subirez les conséquences. » Le ton n'admettait aucune discussion. La réceptionniste recula, saisissant son téléphone pour alerter la sécurité, mais il était déjà trop tard. Ils montèrent au 5e étage où se trouvait l'unité de soins intensifs néonatales. Les portes automatiques s'ouvrirent, révélant un espace encore plus technologiquement avancé que celui de l'hôpital Ángeles Pedregal. Carmen était au milieu du couloir, parlant avec un médecin âgé en blouse blanche. En voyant Ricardo, son expression passa de la confiance à la panique. « Ricardo, que fais-tu ici ? » ?»« Je récupère mon fils. » Ricardo marcha vers elle à pas ferme. « Tu as vraiment cru que tu pouvais me l'enlever, que j'allais rester les bras croisés pendant que tu manipulais le système légal ? J'agis dans l'intérêt supérieur du bébé. » Carmen leva le menton, défiante. « Tu as toi-même dit que tu ne voulais rien savoir de lui. Quelqu'un devait prendre le contrôle. Le contrôle ou le contrôle de son héritage. 50 millions de pesos sont une bonne motivation pour s'assurer qu'un bébé fragile ne survive pas, n'est-ce pas ? Comment oses-tu ? » Carmen pâlit. « Tu m'accuses de, je t'accuse exactement de ce que tu essaies de faire. Tu as bloqué l'approvisionnement en médicaments qui le maintenaient en vie. Tu as obtenu une ordonnance judiciaire quelques heures après que Sofia ait rejeté ton offre de pot de vin. Et maintenant tu le transfères dans un hôpital où les docteurs ne connaissent pas son traitement spécifique. Combien de coïncidences dois-je ignorer ? » Le médecin âgé intervint, clairement mal à l'aise. « Monsieur Mendoza, je suis le docteur Héctor Guzmán, directeur de l'unité néonatale. J'ai été informé de votre appel. Le bébé vient d'arriver et est en cours d'évaluation. Nous n'avons pas encore initié de traitement. Où est l'infirmière qui est venue avec lui, Mercedes Castillo ? » Madame Mendoza a ordonné qu'elle soit escortée hors du bâtiment, admit le docteur Guzmán. Elle a dit que la femme était une charlatane qui avait administré des traitements illégaux. Ricardo se tourna vers Carmen avec une fureur à peine contenue. « Tu viens de signer ta sentence. Mon avocat dépose des accusations de tentative d'enlèvement, d'ingérence dans un traitement médical et d'utilisation frauduleuse du système judiciaire. Quand j'aurai fini avec toi, tu n'auras même plus les actions de l'entreprise familiale. Tu ne peux rien prouver. Tout ce que j'ai fait était légal. Légal, mais avec des intentions criminelles. Et crois-moi, ma sœur, j'ai les ressources pour le prouver. » Le docteur Guzmán se racla la gorge nerveusement. « Monsieur Mendoza, je dois clarifier quelque chose d'important. Selon les dossiers médicaux que nous avons reçus, votre fils a reçu des traitements peu conventionnels, surfactants pulmonaires d'origine non certifiée, thérapie aux huiles essentielles, stimulation tactile hors protocole. En tant que directeur de cette unité, je dois exprimer ma préoccupation professionnelle. » Ricardo respira profondément, contrôlant son tempérament. « Docteur Guzmán, il y a 30 heures, tous les médecins de l'hôpital Ángeles Pedregal ont donné 1 heure de vie à mon fils. 1 heure. Il fit une pause, pourtant, il est là. 30 heures plus tard, vivant et se battant. Vous allez me dire que ces traitements non conventionnels n'ont pas fonctionné ? Les résultats sont inattendus, admit le docteur, mais cela ne signifie pas qu'ils sont sûrs à long terme. Il pourrait y avoir des effets secondaires, des complications qui ne se manifestent pas encore. Ou il pourrait être que la médecine traditionnelle n'a pas toutes les réponses, intervint Sofia. Mercedes Castillo a 30 ans d'expérience à sauver des bébés dans des situations impossibles. Elle a travaillé dans des zones de guerre, dans des camps de réfugiés, dans des endroits où il n'y a pas accès à la technologie de pointe et son taux de succès est supérieur à celui de nombreux hôpitaux modernes. Carmen laissa échapper un rire amer. Écoutez l'employé, maintenant elle est experte médicale. Ricardo, tu vas confier la vie de ton fils à une femme qui nettoie les sols ? Le regard que Ricardo lança à sa sœur aurait gelé l'enfer. Cette femme qui nettoie les sols a fait plus pour mon fils en 30 heures que toi en toute ta vie, pour n'importe quel être humain. Et oui, je lui fais plus confiance qu'à toi. Il se tourna vers le docteur Guzmán. Je veux voir mon fils maintenant.
Le médecin hocha la tête, les guidant à travers des portes doubles vers l'unité néonatale. C'était un espace impressionnant avec des couveuses de dernière génération, des moniteurs numériques avancés et une équipe d'infirmières qui se déplaçaient avec une efficacité silencieuse. Dans la couveuse marquée Mendoza M se trouvait Matteo. Il semblait encore plus petit entouré de toute cette technologie imposante. Les tubes et les câbles semblaient le consumeur. Le faire disparaître. Ricardo s'arrêta net en le voyant. Sa respiration devint irrégulière. Ses mains tremblèrent. Sofia put voir la bataille interne qu'il menait, le désir de s'approcher contre la peur d'affronter ce que ce bébé représentait. « Il est si petit », murmura Ricardo. Sa voix à peine audible, « mais il est fort », répondit Sofia doucement. « Il a votre sang, il a la force de Valentina. » Ricardo fit un pas en avant, puis un autre. Ses jambes semblaient peser des tonnes. Finalement, il arriva près de la couveuse, regardant le bébé qu'il avait essayé d'ignorer, de rejeter, d'oublier. Matteo ouvrit les yeux à ce moment précis. Ses yeux verts identiques à ceux de Valentina regardèrent directement Ricardo et quelque chose à l'intérieur de l'homme se brisa complètement. Mon Dieu! Les larmes commencèrent à couler librement. Il a ses yeux. Il a exactement les yeux de Valentina. Et son nez, ajouta Sofia. Et la forme de ses mains. Elle est ici, Monsieur Mendoza. Une partie d'elle vit toujours en lui. Ricardo posa sa main sur le verre de la couveuse, tentant de toucher son fils à travers la barrière transparente. Le bébé bougea sa petite main comme s'il essayait d'atteindre son père. « Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi de ne pas avoir été là depuis le début. Pardonne-moi d'avoir été si lâche. » Le docteur Guzman observait la scène avec une expression émue. Même Carmen, aussi dure qu'elle essayait de paraître, dut détourner le regard. « Monsieur Mendoza », le docteur parla d'une voix douce. « Si vous voulez, vous pouvez passer vos mains à travers les ouvertures. Le contact physique avec le père est bénéfique pour les bébés prématurés. » Ricardo n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Avec un soin révérencieux, il passa ses mains à travers les ouvertures latérales. De doigts tremblants, il toucha pour la première fois son fils. La peau du bébé était douce, chaude, réelle. Matteo réagit immédiatement au contact paternel. Ses petits doigts se refermèrent autour de l'index de Ricardo avec une force surprenante. Et à ce moment-là, 30 heures de douleur, de déni et de peur s'effondrèrent. « Bonjour, Matteo. » Ricardo parla entre ses larmes. « Je suis ton papa. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à te connaître. Ta maman t'aimait tellement. Elle a donné sa vie pour que tu puisses être ici. Et je vais honorer ce sacrifice. Je te le promets. Je serai le meilleur père que je puisse être. » Sofia s'essuya ses propres larmes, sentant qu'enfin, après tout, les choses commençaient à s'aligner correctement. Carmen, cependant, n'était pas prête à abandonner si facilement. « C'est très émouvant, Ricardo, mais cela ne change pas le fait que le bébé a besoin de soins médicaux appropriés. Pas ces expériences dangereuses. » Les expériences dangereuses l'ont maintenu en vie, contre-attaqua Ricardo sans quitter son fils des yeux. Et elles continueront. Docteur Guzman, je veux que Mercedes Castillo soit réadmise immédiatement et autorisée à continuer de superviser le traitement de mon fils. Monsieur Mendoza, je ne peux pas autoriser des traitements qui ne sont pas approuvés par, alors, transférez-le à nouveau à l'hôpital Ángeles Pedregal. Ou mieux encore, je ramène mon fils à la maison avec des infirmières privées et un équipement médical complet. Je peux installer une unité néonatale complète dans mon manoir si nécessaire. J'ai les ressources. Le docteur Guzman parut sincèrement alarmé. Sortir le bébé de l'hôpital dans son état actuel serait extrêmement risqué. Alors, soyez clair, allez-vous permettre à Mercedes de continuer le traitement qui a prouvé son efficacité ou vais-je devoir chercher des alternatives? Le médecin regarda Carmen, puis Ricardo, clairement pris au piège d'une bataille familiale qui dépassait son autorité médicale. Permettez-moi de consulter le conseil médical de l'hôpital. Donnez-moi 30 minutes. Vous en avez 20, répondit Ricardo fermement. Le docteur Guzman sortit à la hâte. Carmen profita du moment pour s'approcher de son frère. Ricardo, je sais que tu es ému maintenant, mais réfléchis clairement. Ce bébé aura des besoins spéciaux. Il nécessitera des soins constants.
Ta vie ne sera plus jamais la même. Et tout cela pendant que tu gères le deuil de Valentina, c'est trop. Tu as raison. Ricardo la regarda enfin. Ma vie ne sera plus jamais la même. Mais pas pour les raisons que tu crois. Valentina m'a appris à être plus qu'un homme d'affaires froid et calculateur. Elle m'a appris à aimer, à ressentir, à me soucier de quelque chose de plus que l'argent et le pouvoir. Ce bébé est son dernier cadeau pour moi. Une opportunité de devenir l'homme qu'elle croyait que je pouvais être. Tu es ridiculement sentimental. Je suis humain. Quelque chose que tu as cessé d'être il y a longtemps, si tant est que tu l'aies jamais été. Carmen recula comme si elle avait été giflée. Très bien, détruis ta vie pour ce bébé, mais ne viens pas me demander de l'aide quand tu te rendras compte que tu ne peux pas le gérer seul. Je ne serai pas seul. Ricardo regarda Sofia. J'aurai quelqu'un qui a fait preuve de plus de loyauté et de compassion en 30 heures que ma propre famille en toute une vie. Carmen les regarda tous deux avec un mépris absolu. Puis elle fit volte-face sur ses talons loup-boutin et quitta l'unité à pas furieux. Une fois parti, Ricardo soupira profondément. Ma sœur a raison sur une chose. Je n'ai aucune idée de comment prendre soin d'un bébé, surtout un bébé ayant des besoins médicaux complexes. Vous n'avez pas besoin de tout savoir dès le début, dit Sofia. Personne ne le sait, mais vous apprendrez et vous ne serez pas seul. Mercedes peut vous enseigner, je peux aider. Et il y a des infirmières spécialisées, des thérapeutes, toute une équipe que nous pouvons former. Tu voudrais toujours aider après tout ce qui s'est passé, après la façon dont je t'ai traité. Monsieur Mendoza, je n'ai pas fait cela pour vous, je l'ai fait pour Matteo et pour Valentina. Elle a été la seule personne de votre maison à me traiter avec dignité et respect. La seule qui s'intéressait à ma famille, qui se souciait quand j'étais malade. Je vous dois cela. Vous ne me devez rien, mais je vous offre quelque chose, non pas en tant qu'employé, mais en tant que nounou de Matteo, sa principale soignante, avec un salaire approprié et un soutien complet. 30 000 pesos par mois, plus des bonus, une assurance maladie et un appartement à vous près du manoir pour que vous ayez votre intimité, mais que vous soyez proche quand nous aurons besoin de vous. Sofia resta sans voix. 30 000 pesos par mois, c'était presque 5 fois ce qu'elle gagnait comme employée de maison. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. S'il vous plaît, Matteo vous connaît déjà. Vous avez été la première personne à croire en lui, à se battre pour lui quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne peux penser à personne de mieux pour m'aider à l'élever. Avant que Sofia ne puisse répondre, le docteur Guzman revint avec une expression qui révélait surprise et un certain malaise. Monsieur Mendoza, je viens de recevoir un appel très intéressant du secrétaire à la santé. Il m'a personnellement informé que Mercedes Castillo a été consultante spéciale sur plusieurs projets internationaux de santé néonatale pour l'OMS. Ces méthodes, bien que peu orthodoxes, ont un soutien scientifique documenté dans de multiples pays. Ricardo sourit légèrement. Laissez-moi deviner. Quelqu'un a passé des appels très stratégiques au cours des 20 dernières minutes. Mon assistante personnelle est très efficace, admit Ricardo sans remords. Quand je lui ai dit d'enquêter sur Mercedes Castillo, je ne m'attendais pas à ce qu'elle trouve des connexions aussi impressionnantes. Le docteur Guzman se racla la gorge. Enfin, le conseil médical a décidé que, sous la supervision coordonnée de Madame Castillo et de notre équipe de néonatologues, nous pouvons poursuivre le traitement actuel tout en surveillant attentivement tout effet indésirable. Excellent. Quand Mercedes peut-elle entrer? Elle est déjà en route. Votre assistante s'en est également occupée. Sofia ne put s'empêcher de sourire. C'était le Ricardo Mendoza qui avait bâti un empire, efficace, stratégique, implacable quand il décidait que quelque chose était important. 3 semaines plus tard, le manoir Mendoza à Bosque de Las Lomas avait subi une transformation complète. La chambre que Valentina avait décorée avec tant d'amour était maintenant entièrement équipée de technologies médicales de pointe, sans perdre la touche chaleureuse et accueillante qu'elle avait imaginée. Les étoiles au plafond brillaient doucement chaque nuit, comme promettant une protection céleste. Matteo avait progressé au-delà de toutes les attentes. Ses poumons se renforçaient de jour en jour. Il n'avait plus besoin d'un soutien respiratoire constant, seulement de séances occasionnelles de nébulisation. Il avait pris du poids, atteignant 4 kg. Ses joues avaient une couleur rosée et saine. Mercedes rendait visite tous les jours, supervisant chaque aspect de sa récupération.
Elle travaillait en coordination avec une équipe de spécialistes de l'hôpital pour enfants qui, après avoir vu les résultats, avaient accepté que parfois les méthodes non conventionnelles pouvaient compléter la médecine moderne de manière efficace. Sophia avait emménagé dans un bel appartement de 2 chambres à seulement 3 rue du Manoir. Chaque matin, elle arrivait à 7 heures et ne partait qu'après s'être assurée que Matteo était endormi et stable pour la nuit. Mais ce n'était plus un travail, c'était de l'amour. Ricardo avait changé de façon spectaculaire. L'homme d'affaires froid avait fait place à un père dévoué qui réorganisait tout son empire pour pouvoir passer du temps avec son fils. Les réunions de direction étaient désormais programmées autour des heures de repas de Matteo. Les voyages d'affaires étaient annulés ou raccourcis. Sa priorité avait complètement changé. Comment va mon champion aujourd'hui? Ricardo entrait chaque matin dans la chambre du bébé avec un sourire que Sophia n'avait jamais vu auparavant chez lui. Un sourire sincère, libéré du poids de la tragédie qui avait marqué ses premières semaines. Il a dormi toute la nuit, informa Sophia en préparant le biberon du matin. 6 heures d'affilée. C'est un record. Comme son papa quand il avait son âge, plaisanta Ricardo en s'approchant du berceau où Matteo commençait à se réveiller. Selon ma mère, je dormais comme une bûche. Ricardo souleva son fils avec la confiance de quelqu'un qui avait appris à le faire correctement après de nombreuses pratiques nerveuses. Au début, ses mains tremblaient chaque fois qu'il portait le bébé, effrayé de le blesser. Maintenant, il le faisait naturellement, le berçant contre sa poitrine tandis que Matteo ouvrait ses grands yeux verts. « Bonjour, mon fils. Prêt pour un autre jour à conquérir le monde ?» Matteo répondit par un petit son, quelque chose entre un gazouillis et un soupir qui fit fondre le cœur de tous dans la pièce. Laura entra à ce moment-là, apportant les dossiers médicaux de la nuit. Tous ses signes vitaux sont parfaits. Température normale, fréquence cardiaque stable, oxygénation à 98% sans assistance. Cet enfant est officiellement un miracle médical. C'est un miracle, oui, acquiesça Ricardo en regardant Sophia avec une profonde gratitude. Mais ce n'est pas la médecine qui l'a sauvé, c'est l'amour. C'est quelqu'un qui a refusé d'abandonner quand tous les autres l'ont fait. Sophia sentit de la chaleur sur ses joues. Ce n'était pas seulement moi. Mercedes, Laura, Manuel, qui a conduit comme un fou à travers la ville. C'était un travail d'équipe. Mais c'est toi qui as tout commencé. C'est toi qui as vu un bébé que tout le monde donnait pour perdu et qui a décidé qu'il méritait une chance. La porte de la chambre s'ouvrit et Mercedes entra, portant sa mallette médicale et un sourire satisfait. Je viens faire le contrôle hebdomadaire, bien qu'honnêtement cet enfant n'ait plus beaucoup besoin de moi. Son corps produit parfaitement du surfactant. Ses poumons fonctionnent comme ils le devraient. En termes médicaux, il a obtenu son diplôme. Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus de risque? Demanda Ricardo avec un espoir prudent. Il y a toujours un certain risque avec les bébés prématurés, expliqua Mercedes en préparant son stéthoscope. Mais le risque critique est passé. Maintenant, il s'agit de continuer à le surveiller, de s'assurer qu'il atteint tous ses jalons de développement normalement. Mais honnêtement, Monsieur Mendoza, votre fils est en passe de devenir un enfant complètement sain. Ricardo ferma les yeux, laissant échapper un soupir de soulagement qu'il retenait depuis des semaines. Merci. Je n'ai pas de mots pour vous remercier adéquatement. Payez ma facture à temps et nous serons quittes, plaisanta Mercedes, bien que ses yeux brillent d'émotion. Mais sérieusement, cette affaire m'a rappelé pourquoi je me suis dédié à cela. Ce n'était pas pour l'argent ou la reconnaissance, c'était pour des moments comme celui-ci, voir un bébé qui était destiné à mourir, grandir fort et en bonne santé. Après le contrôle médical qui confirma que tout était parfait, Mercedes prit congé, promettant de revenir la semaine prochaine. Ricardo s'assit dans le fauteuil à bascule près du berceau, tenant toujours Matteo. Sophia, il y a quelque chose dont j'ai besoin de vous parler. Le ton sérieux fit que Sophia devint nerveuse. Quelque chose s'est-il passé? Rien de grave, je vous le promets. C'est à propos de l'avenir. L'avenir de Matteo et votre rôle dans celui-ci. Nous en avons déjà parlé. Je suis sa nounou. Je suis heureuse de cet arrangement. Mais ce n'est pas suffisant. Légalement, si quelque chose m'arrivait, Matteo serait sous la tutelle de l'État, ou pire encore, Carmen pourrait réclamer la garde. Et après ce qu'elle a essayé de faire, nous ne permettrons pas que cela arrive. Exactement.
C'est pourquoi j'ai parlé à mes avocats. Je veux que vous soyez la tutrice légale de Matteo au cas où quelque chose m'arriverait. Sa gardienne officiellement désignée. Sofia fut complètement stupéfaite. Moi? Mais j'ai 28 ans. Je n'ai pas de famille influente, je n'ai pas de fortune personnelle. Vous avez quelque chose de bien plus précieux que tout cela. Vous avez un cœur qui a placé la vie de mon fils au-dessus de tout, y compris votre propre sécurité, votre travail, votre avenir. S'il y a quelqu'un dans ce monde à qui je fais confiance pour prendre soin de Matteo, si je ne suis pas là, c'est vous. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Sofia. Ce serait un honneur, un immense honneur. Y a-t-il autre chose? Continua Ricardo. Valentina a laissé un fonds fiduciaire de 10 millions de pesos pour Matteo. Je vais y ajouter 10 millions supplémentaires. En tant que tutrice désignée, vous aurez un accès complet à ces fonds pour son éducation, sa santé, son bien-être, tout ce dont il aura besoin. Ricardo, c'est trop. Ce n'est qu'exactement ce qui est juste. Et il y a une dernière chose. Ricardo sortit une enveloppe de sa poche. Valentina a écrit plusieurs lettres avant de mourir. Une pour moi, une autre pour Matteo quand il grandirait et une pour vous. Sofia prit l'enveloppe de ses mains tremblantes. Son nom était écrit dans l'élégante calligraphie de Valentina. Vous pouvez la lire quand vous serez prête, dit Ricardo doucement. Il n'y a pas de hâte. Mais Sofia ne pouvait pas attendre. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution et commença à lire à voix basse. Chère Sofia, si tu lis ceci, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées et que je n'ai pas pu être là pour voir mon fils grandir. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je t'ai choisi dès le moment où tu es venu travailler chez nous. J'ai vu en toi une bonté authentique, une force silencieuse, un amour pur que l'on ne trouve pas facilement dans ce monde d'hypocrisie et d'apparence. Je sais que Ricardo sera un père merveilleux à terme, mais il aura besoin de temps pour guérir. Et pendant ce temps, mon bébé aura besoin de quelqu'un qui l'aime inconditionnellement. Il aura besoin de quelqu'un qui voit au-delà de son nom de famille, au-delà de sa fortune et l'aime simplement parce que c'est un être humain précieux. Cette personne, c'est toi, Sofia. Je te fais entièrement confiance. Prends soin de mon fils. Enseigne-lui les valeurs que tu as. Humilité, compassion, persévérance. Assure-toi qu'il n'oublie jamais que les choses les plus importantes de la vie ne s'achètent pas. Et s'il te plaît, prends soin aussi de Ricardo. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. Derrière cet extérieur dur se cache un homme noble qui a juste besoin qu'on lui rappelle qu'il est bon de ressentir, qu'il est bon d'aimer. Qu'il est bon d'être vulnérable. Merci pour tout ce que tu feras pour ma famille. Dans mon cœur, tu en fais déjà partie. Avec amour éternel, Valentina. Sofia termina de lire, le visage trempé de larmes. Ricardo pleurait aussi silencieusement. Elle savait, murmura Sofia. Elle savait ce qui allait se passer et elle m'a préparé à cela. Valentina a toujours été la plus intelligente de nous tous, dit Ricardo avec un sourire triste. Même dans sa mort, elle a continué à prendre soin de nous. Ils restèrent silencieux un instant, chacun perdu dans ses propres pensées sur la femme extraordinaire qui avait touché leur vie. Matteo rompit le silence avec un cri de faim. Ricardo rit entre ses larmes. Cet enfant a le meilleur timing du monde. Sofia, peux-tu préparer son biberon pendant que je le change? Bien sûr. Alors qu'ils travaillaient ensemble pour prendre soin du bébé, Sofia réalisa quelque chose de beau. Ils avaient formé une famille. Ce n'était pas une famille traditionnelle, ce n'était pas la famille dont Valentina avait rêvé, mais c'était une famille forgée dans la crise, cimentée dans l'amour et plus forte pour tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. 2 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime dans le jardin du manoir, Ricardo organisa un événement spécial. Il avait invité Mercedes, Laura, Manuel, la famille de Sofia et quelques amis proches qu'il avait soutenus pendant les moments difficiles. Notamment absente était Carmen, qui avait été complètement retirée du testament de Ricardo et faisait face à de multiples poursuites judiciaires. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui, commença Ricardo, portant un Matteo de près de 3 mois qui pesait maintenant 5 kg et regardait le monde avec une curiosité constante. Il y a 3 mois, ce petit guerrier est né dans des circonstances tragiques. Les docteurs lui ont donné 1 heure de vie. 1 heure. Il fit une pause, sa voix chargée d'émotion,
mais une personne a refusé d'accepter ce pronostic. Une personne a décidé que cet enfant méritait de se battre et grâce à cette décision, grâce à son courage, mon fils est ici aujourd'hui. Sain, fort, vivant. Il regarda directement Sofia. Sofia Ramirez, tu es venue chez moi comme employée, mais tu es devenue quelque chose de bien plus important. Tu es devenue la sauveuse de mon fils, la gardienne de la mémoire de Valentina, le cœur de cette famille. Et aujourd'hui, je veux officialiser les choses. Ricardo fit un signe à son avocat, qui s'avança avec des documents. Les papiers de tutelle légale sont signés et certifiés. Officiellement, tu es la tutrice désignée et la marraine de Matteo, mais plus que cela, tu es de la famille pour toujours. Sofia ne put parler, elle ne put qu'embrasser Ricardo et le bébé, les trois personnes unies dans un moment parfait de gratitude et d'amour. La mère de Sofia, une femme humble d'une cinquantaine d'années qui travaillait au marché, s'approcha les larmes de fierté aux yeux. Ma fille, j'ai toujours su que tu ferais de grandes choses, mais ceci sauver une vie, devenir partie d'une famille, honorer la mémoire d'une bonne femme, ton père serait si fier. Merci, maman. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que tu m'as appris. Quand tu vois quelqu'un dans le besoin, tu aides, peu importe le coût. Mercedes leva sa coupe de champagne. Un toast à Matteo Mendoza, le bébé qui a défié toutes les probabilités, et aux personnes extraordinaires qui ont rendu cela possible. Tous trinquèrent, célébrant non seulement la survie d'un enfant, mais le triomphe de l'amour sur le désespoir, de l'espérance sur les pronostics médicaux, de l'humanité sur l'adversité. Cette nuit-là, après le départ de tous, Ricardo s'assit dans le fauteuil à bascule de la chambre de Matteo, observant son fils dormir paisiblement. Sofia entra sans bruit, le moniteur pour bébé dans les mains. « Vous ne pouvez pas dormir ?» demanda-t-elle doucement. « Je pensais juste, » répondit Ricardo dans un sourire. « Je pensais à la façon dont la vie peut basculer en un instant. Il y a 3 mois, j'ai perdu mon épouse et j'ai failli perdre mon fils. J'étais au point le plus sombre de mon existence. Et maintenant, je regarde ce petit et je vois l'espoir, je vois l'avenir, je vois une raison de me lever chaque matin. Valentina m'a fait le plus grand cadeau en le mettant au monde, et toi, tu m'as fait le cadeau de pouvoir le connaître. Il vous a aussi fait un cadeau, observa Sofia. Il vous a appris que le véritable amour ne consiste pas à ne pas ressentir la douleur, mais à choisir d'aimer malgré la douleur. Ricardo hocha lentement la tête. Valentina avait raison à ton sujet. Tu es sage au-delà de tes années. Ils demeurèrent silencieux, côte à côte, à contempler le bébé qui avait uni leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Sur le mur, un cadre en argent contenait une photo de Valentina, enceinte, radieuse, heureuse, les mains posées sur son ventre. À côté, Ricardo avait placé un cliché récent de Matteo, souriant avec ses mêmes yeux verts brillants. « Elle est ici », murmura Ricardo, dans chacun de ses sourires, dans chacun de ses gestes, à chaque instant. Elle n'est jamais vraiment partie, elle ne partira jamais. D'accord, dit Sofia. L'amour d'une mère est éternel. Et dans cette chambre décorée d'étoiles lumineuses, tandis qu'un bébé qui avait défié la mort dormait d'un sommeil tranquille, 3 âmes trouvèrent ce qu'elles cherchaient, une famille, un but, et la certitude que, même dans les heures les plus sombres, l'amour trouve toujours un chemin pour briller. Matteo Mendoza avait commencé sa vie avec une heure d'espoir à peine, mais grâce à une employée qui fit l'impossible, il avait désormais toute une vie devant lui, une vie pleine d'amour, d'opportunités, et de l'héritage d'une mère extraordinaire qui avait tout sacrifié pour lui donner une chance d'exister. Et cela, pensa Sofia en éteignant la lumière, ne laissant que la douce lueur des étoiles au plafond, c'était le véritable miracle. Fin.